Salut tout le monde, nouvelle vidéo discussion avec mon gars Mid. On va aborder plein de sujets différents comme sa carrière de DJ, les débuts, son arc YouTube, et évidemment le hit The Sun qui tourne partout, qui harcèle tout le monde clairement. Mais avant toute chose, tu connais, petit like, petit abonnement, petit commentaire, ça fait plaisir, let's go. Non, du coup, musique, ouais, je produis de la musique, je compose de la musique à peu près 24 heures sur 24 la semaine, et le week-end, je vais faire le DJ dans des clubs à droite à gauche du monde. Le droite à gauche, c'est pas une petite droite, c'est pas une petite droite, c'est ton dernier pays que t'as fait, c'est quoi? Le dernier pays que j'ai fait, on peut la Suisse, donc une petite c'est à côté. droite. C'est pas très loin, non, mais à part ça, c'est partout tout le temps, quoi. Ça peut être États-Unis, Asie, Australie, enfin globalement n'importe où quelqu'un a envie de faire la fête, ils ont besoin de DJ, et je suis un de ces DJ. Ça c'est ouf. Ça c'est cool. Mais t'as fait le DJ aussi donc. J'ai fait le DJ. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est un ami les gars, on se connaît tu sais que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Ouais. Je l'ai vu parce que quand j'ai regardé, du coup, je suis allé chercher dans mes vocaux d'iPhone quand même qui sont mis à jour, mais il restait les vocaux et je me suis rendu compte qu'en fait ça a daté quoi, que des morceaux comme Champs-Élysées, etc. C'était des morceaux ça nous rajeunit pas. 2015. Ah voilà. Ça fait 9 ans, mais on se connaissait d'avant. Donc oui. Pour les 10 ans de A7, qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense que faudrait voir ce que lui va faire, tu vois. Tu vois, c'est un événement, mais il est pas là, tu vois. On fait un événement avec un sosie de SCH. Ouais, avec un sosie. Si dans le chat, il y a un sosie de SCH, on est preneur. Ah, je suis mort. Mais ouais, c'est la plus grande mixtape de tous les temps, frère. La plus grande, plus de 500 000 albums vendus. Oh, wow. À l'ère où le streaming, c'était l'un des premiers rappeurs à profiter de l'ère du streaming. À l'époque où c'était comptabilisé. Au début, rappelle-toi, c'était pas comptabilisé, c'était chelou. Ouais. Et quelle période. Mais ça, on va y revenir. Mais on va quand même partir du début. Parce que ce monsieur-là, t'habites à Paris, dans un très beau quartier de Paname. Mais tu n'es pas d'ici de base. Non, moi je suis Lillois. Putain. Moi je viens de Lille. Lille en fait, alors je vais vous raconter une assez bonne anecdote. On va partir du présent pour aller dans le passé. Donc je viens de Lille et Lille ça m'a toujours soutenu. C'est-à-dire que c'était une bête de ville pour commencer à faire de la musique. C'est-à-dire qu'en fait la ville dans laquelle tu nais, et je parle pas de niveau social, en fait peut complètement t'influencer à ce qui va se passer dans ta carrière en tant que musicien ou artiste. Ouais, de ouf. Parce que par exemple à Lille il y avait beaucoup de salles de concert, beaucoup de clubs, beaucoup de collectifs. Et donc en fait dès que j'ai commencé à faire de la zik, même avec mes petits groupes du lycée, etc., assez vite on pouvait aller faire des premières parties à droite à gauche, aller bosser, et on pouvait voir ce qu'était vraiment la zik. Et surtout tu voyais des gens pour qui ça fonctionnait, c'est-à-dire il n'y avait pas ce côté d'un côté les vrais groupes de Paris qui étaient les fat groupes et nous les merdes de Lille. En fait il y avait un truc où on pouvait il y avait qui de Lille qui était fort à ce moment-là? À l'époque assez vite il y a Brodinski qui est arrivé, qui habitait à Lille et du coup qui se produisait beaucoup dans un club qui s'appelait le Kiosque. De l'époque lilloise, il y avait beaucoup de groupes de métal. Il y avait un groupe qui s'appelait Carving, qui maintenant s'appelle Skip the Use pour ceux qui connaissent. C'est niche, hein, mais ils font quand même carrière et ils continuent à tourner, etc. Et il y avait beaucoup de clubs, beaucoup de salles de musique actuelle, que ce soit à Roubaix, à Tourcoing, à Lille. Et donc c'était assez easy d'aller de tourner et de faire vraiment de la zik. Donc, pour revenir sur le présent, suite à ma prestation aux Jeux Olympiques... Oh oui, mais ça, on va en parler, ouais. La maire de Lille, la mairesse de Lille, je sais pas si on dit mairesse ou maire. Moi, dans ma tête, on dit la maire. Non? On dit quoi? Je sais pas, vas-y, ouais, donc. Donc, la mairesse de Lille m'a envoyé une lettre pour me dire que la ville de Lille était très fière de moi. Mais ça tue! Hey, franchement, c'est trop mignon, tu vois. En fait, c'est vraiment... En fait, c'est pas... Au-delà du côté prestige et nanana, tu vois, genre ça, soit, je sais pas ce que je vais faire de cette information, mais savoir que la ville dans laquelle t'as grandi et qui t'a tant donné aujourd'hui revient vers toi en te disant, franchement, on est fiers, et il y avait pas de truc caché derrière, tu vois, c'était pas, nous sommes fiers, donc venez donner une masterclass à la braderie de Lille, ou je sais pas quoi. C'était un vrai truc, et j'ai trouvé ça assez cute, ouais. Ok, c'est incroyable, mais ça, c'est c'est comme si je faisais un truc et qu'il y avait le maire d'Aulnay-sous-Bois ou de... Ça va arriver. Écoute, hein, je vais laver mes lunettes, je vois qu'elles sont très sales. Sûrement que vous l'avez pas vu, mais moi avec les lumières là, je... Ah ouais, merde, oui, c'est vrai. Bon, après, ça va, ça ne braque pas. Non, je dis que je le vois qu'elles sont sales. Ah, ok. Le setup est magnifique. Non, ouais, t'aimes bien la salle? Ah ouais, bien sûr. Tu vois. Non, ça tue. Et en fait, il y a un truc quand même que je t'ai jamais... Parce qu'en fait, le truc d'ouf, c'est qu'on se connaît très bien. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart des questions que je vais te poser, j'ai pas les réponses. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs que j'ai... Parce que quand on se parle de tout de suite. Tu sais, on fait pas d'introspection. Voilà, on est... D'ailleurs, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, c'est pas tout de suite que tu rentres dans le passé, tu vois. Ouais. Et c'est vrai, quoi. Et surtout qu'on est très dans la zik. Et alors, je trouve que... Mais tu me diras, souvent, les vraies connexions que j'ai eues musicales avec des artistes dont tu fais partie, c'est-à-dire des moments où on arrive en studio,
assez vite on fait de la musique. En fait. Ouais, de ouf. Bah, et ouais, les de ouf. meilleures sessions studio de ma vie, souvent, et qui ont donné les meilleurs trucs, souvent, ça s'est un peu passé de trop de paroles et trop de... C'est vrai. Et souvent, même, je dirais même, si je dois aller encore plus loin, je dirais même que parfois, un peu trop de paroles, ça peut un peu niquer le truc. Ouais. Parce que tu vas être dans des trucs, essayer de prévoir, ah ouais, mais toi, tu fais quoi? Ah ouais, tu fais ça, donc toi, tu vas t'imaginer, ah ouais, lui, il vient du Peura, ou lui, il vient de l'EDM, donc je sais pas quoi. Enfin, tu vois, on pourrait se faire des trucs... Et en fait, là, je pense qu'on a aussi peu parlé parce qu'on était dans l'action. Ouais, de ouf. Non, mais ouais, de ouf, de ouf. Et de l'action, on en a fait. Ah ouais, de l'action, musique. mais on en parlera évidemment. Mais on a fait beaucoup de trucs pour répondre à ça rapidement. En fait, pendant pas mal de temps, avec Club Cheval, vous étiez dans le studio H24 tout le temps parce que vous préparez la tournée à l'époque. Ouais, même l'album en fait. L'album Club Cheval et vous étiez là. DJ Core qui se connaît lui-même très très bien, nous a dit, quand on est allé le voir pour bosser l'album avec lui, en fait, il nous a dit, en fait, si vous voulez qu'on travaille ensemble, il y a une seule solution, c'est que vous veniez vous installer dans mon studio. Et donc, on a pris des planches. J'ai des anecdotes de brisé très tôt et on s'est installé en fait dans la record room qui servait pas. Il y avait un énorme piano qui servait à rien. Et nous, on a vraiment poussé tout ce qu'on pouvait sauf les murs, quoi. Et on s'est installé là avec tous nos synthés, tout notre matos, et en fait on passait 24 heures sur 24 dans ce studio. Ouais, de ouf. Et ça donnait des trucs magiques, mais on en parlera juste après. Ça fait beaucoup de teasing. Non mais c'est vrai, parce que ce moment-là c'est quand même un arc important, et surtout que en termes d'interaction c'est un des meilleurs trucs parce que t'es acteur de ce truc et j'étais là, du coup je peux rebondir sur plein de trucs, tu vois. Mais pourquoi t'as fait de la musique électronique au départ et pas autre chose? Parce que c'est ce que j'aimais. Ok, donc toi de base t'étais matrixé par... T'écoutais pas trop de rap? J'écoutais pas trop de rap, moi c'était surtout le rock qui pouvait être écouté par les teenagers à l'époque. Moi c'était plutôt la musique électronique, mais pour répondre à ta question précisément, c'est aussi que j'étais un énorme geek. C'est-à-dire que moi ma passion c'était les ordinateurs, internet, le début d'internet quand j'étais genre ado. Donc le début d'internet, Et en fait, faut savoir que la musique électronique, donc quand j'étais jeune, c'était il y a, on va dire, c'était il y a 20 ans, quoi. Waouh, ok. Et ben, il y a 20 ans, les gars, la musique électronique, c'était pas cool. C'était pas hype. C'était pas cool, tu vois, c'était pas un truc... Il y en avait un peu à la radio, il y avait quelques singles qui sortaient, tu vois, évidemment, il y avait les singles de Guetta, etc., qui étaient... Daft aussi, non les Daft, ouais, mais par exemple, on a l'impression aujourd'hui, avec la perspective que le premier album des Daft était un truc... cool et mainstream, mais le Around the World était un clip à la télé parmi plein d'autres, tu vois, c'était les artistes électroniques en robot, mais il n'y avait pas ce truc mainstream de l'électro où notre vie était baignée dans la musique électronique. Donc en fait, en étant kid, ado qui écoutait de la musique électronique, c'était pas cool comme ça, mais c'était pas le truc le plus cool. Ouais, t'étais vu en marginal de fou quand... Pas marginal, mais la bande des geeks, quoi, tu vois. Donc nous, on était passionnés par boire des bières, écouter, à l'époque, c'était Prodigy, Chemical Brothers. Ah oui, incroyable. Et petit à petit, après, je me suis mis à, du coup, en bon fan de musique électronique, au lieu d'acheter une guitare, j'ai acheté des platines et j'allais acheter des vinyles. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ah bah si, je sais. Qui savent, tu vois, j'imagine. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le grand truc noir. À l'époque, j'allais acheter des vinyles et puis j'apprenais à mixer, quoi. Parce que je voulais être DJ. C'était qui ton exemple à ce moment-là? Ah, moi, c'était 100% Fatboy Slim. Ok. Donc je vous invite à regarder une bête de vidéo, c'est celle qui a, on va dire, lancé toute mon envie. Mais c'est comme, j'imagine, un kid des années 80 qui va regarder une vidéo de Woodstock et qui va faire genre putain, mais Jimi Hendrix, mais c'est ouf, ce mec, il est devant plein de gens et tout le monde kiffe et lui il joue des trucs trop chelous. Là je vois Fatboy Slim, en fait lui il est de Brighton en Angleterre et il se met à jouer, à organiser une teuf gratuite sur la plage et en fait il pense que ça va être une très grosse rave, mais en fait c'est une des plus grosses raves jamais organisées. Il y a 200 000 personnes qui viennent sur la plage et donc ils ont tourné une vidéo de ça qui s'appelle Live on Brighton Beach et c'est passionnant parce que le mec en gros c'est un set filmé, mais le mec il est avec 2 platines, pas de micro à l'époque, pas de flamme, il y a juste des écrans. Lui, pour parler au public, il écrit sur ses pochettes de disques et il les montre aux caméras. Ouais, c'est incroyable. Ce qui est trop stylé. Ouais. Bête de gimmick à reprendre. Puis voilà. Et donc je regarde ça, je dis mais en fait moi je veux faire pareil. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais au magasin, je vais à Noël, je dis non mais en fait je veux pas de cadeaux. Franchement mettez tout en commun, tu vois, c'est le truc que tu fais quand tu fais des alliances de cadeaux et je dis je veux des platines. Évidemment, c'était pas les bêtes de Technics, je voulais ça, tu vois, mais on me dit ah non, c'est trop cher. C'est un peu cher, ouais, c'était un peu cher. Et donc je fais non, vas-y, et puis j'achète des platines, et puis en fait, petit à petit, en parallèle de ça, j'ai mon ordi, je commence à installer des logiciels, et puis let's go. Hein. Ok. Et donc en gros, t'as fait du son très vite en vérité. Ouais, assez vite. Okay. Assez vite parce que, en fait, en tant que geek, ton temps libre,
Les 2 trucs qu'on faisait, c'était essayer de faire des petits dessins animés en Flash. Ouais. Le Flash, c'était une technologie qui a disparu. Ouais, de ouf. Qui consistait à faire des dessins animés et des jeux, mais qui étaient très marrants. Une sorte de mi-Photoshop, mi-Illustrator, mais qui faisait de l'animation. Et donc, on faisait des dessins animés. Et à côté, on faisait de la zik avec mes potes et on essayait de faire de la zik. Et puis, au fur et à mesure, ça devient... En fait, c'est toujours pareil, tu vois. Au début, tu le fais pour rigoler. Et en fait, quand ça commence à sonner ça ressemble à quelque chose, tu te fais pourquoi pas, tu vois. C'est vraiment le moment dans ta vie où les jeux deviennent des enjeux, tu vois, le truc. C'est-à-dire, tu fais genre, ouais, je m'en fous. Et un jour, il y a quelqu'un qui te fait, ah, mais c'est pas mal ça. Et puis un jour, tu vois une personne danser sur ton truc. Et tu fais genre, ok. Et ça arrivait vite quand ça commence à ressembler à quelque chose ou ça a mis du temps? Non, ça met du temps, tu vois. Le vrai premier truc qui a fait la différence, c'est le jour où j'ai trouvé 2 autres personnes pour créer un groupe de musique. Il y avait un chanteur et un bassiste. Ok. Et en fait, on s'est mis à faire de la musique ensemble. Et on a fait un groupe, on a fait notre premier concert. Et là, on s'est dit, ah ouais, mais il peut peut-être se passer quelque chose. Et c'est peut-être plus rapide que ce qu'on imagine. Ok. Le groupe s'appelait Sexual Earthquake in Kobe. Redis? Sexual Earthquake in Kobe. Pourquoi Kobe? Bah parce qu'on était fans du Japon, tu vois, c'était... Ah ouais, d'accord. Ouais, et t'es déjà allé là-bas? T'étais déjà allé là-bas à l'époque? Oh non, j'étais allé nulle part, j'étais allé à Lille. Et ce groupe, c'était un peu le premier groupe. Je vous invite à écouter d'ailleurs sur Spotify. Il doit rester quelques poussières de ce groupe. Putain. Et quelques peut-être des vidéos, peut-être pas sur YouTube, mais peut-être sur Dailymotion. Et en fait, on allait faire des concerts, le week-end, on prenait la voiture de mon daron, on allait en Belgique, en Allemagne. Ah, donc ça marchait un peu, c'est-à-dire que vous faisiez des trucs? Ouais, en fait, c'était une époque où en fait la manière que tes sons vivent, donc c'était MySpace qui était le réseau social de l'époque. Incroyable, quelle époque. C'était vraiment génial. MySpace, c'est vraiment cruel parce qu'en fait, un jour, ils ont dit à tous les utilisateurs, ah, on est désolé, on a tout perdu. C'est un truc de ouf. Et ils avaient perdu l'intégralité. C'est comme si l'équivalent, que vous compreniez bien, c'est comme si demain SoundCloud faisait une newsletter en disant, ah, en fait, on a tout perdu. Ouais, un takedown complet. Et c'est perdu. Ouais. Et ils diraient ça et tout le monde ferait genre, ah. Et donc, ah bah c'est tout, de toute façon, on fait faillite. Donc, ouais, de ouf. Et donc, nous, on avait tous nos morceaux dessus. Et c'était vraiment une ère où en fait tu avais MySpace, communiquer avec les groupes comme ça. Et puis il y avait cette ère des blogs où en fait il y avait un peu des prescripteurs dans le monde qui étaient vraiment les trucs à la mode, dont un blog qui s'appelait Fluo Kids. Et Fluo Kids un jour a posté notre morceau. Et en fait leur truc c'était ils postaient une photo cool, un morceau, une photo cool, un morceau sur un blog, un Tumblr quoi. Et mondialement ça faisait des hypes sur des morceaux. Et nous on a eu la chance d'avoir ça. Et donc on a commencé à tourner, mais on était payé en bière quoi. Et c'est à quel moment où ça a commencé vraiment, parce que t'es pas resté dans ce groupe éternellement? T'as changé? Ouais, en fait, après, il faut que tu saches que tout ce dont on va parler ce soir, moi, j'ai jamais eu de moment où, en fait, d'un coup, où du jour au lendemain, je me suis réveillé un matin et ça a fait genre, clac, tu vois. On a l'impression qu'il y a des moments clés et des choses clés qui ont fait avancer les choses. Mais en fait, tu vois, dis-toi que ce groupe, on est resté au moins 4 ans ensemble. Wow. Et ça prend le temps, on fait des morceaux, on répète tous les week-ends, on fait des tremplins, on va à l'étranger, etc. On se marre, quoi, tu vois. Mais à ce moment-là, t'étais DJ dans ce groupe? J'étais aux machines, on va dire. Je faisais du clavier et de la ok. boîte à rythme. Ok. Pour vous dire un peu le truc bizarre du groupe, c'était boîte à rythme, synthé, chanteur, bassiste. C'est stylé. C'est assez cool. Mais ça existe encore ce genre de setup aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça existe encore. C'est pas un truc archaïque à ce point-là. Et ouais, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que en fait, on portait donc des amplis pour la basse, pour les synthés. On venait avec notre matos, fallait faire des balances l'après-midi. Et en fait, il y a l'ère des CD gravés pour les DJ qui arrivait. Donc en fait, nous, on venait avec tout notre matos. On faisait danser tout le monde. Derrière, il y avait un DJ qui arrivait. Il prenait ses CD. Il avait des platines. À l'époque, c'était des CDJ, je sais pas quel modèle, mais vraiment un vieux modèle. CDJ 400 peut-être. Et le mec, il baisait le club. Après nous, en 2 secondes avec juste ses CD. Ah ouais. Cruel de ouf. Et donc on a commencé à se dire genre ah ouais il y a peut-être un truc à faire plus électronique, plus dansant et tout. Et parallèlement à ça moi j'allais à Paris pour les études. À l'époque Panteros 666 que vous connaissez peut-être, enfin toi tu le connais mais je sais pas s'il est dans le chat. Mec, il était aux Ardentes. Ah bah il jouait aux Ardentes. Je l'ai croisé, je lui ai dit mais c'est un festival. Les gars, Panteros, c'est un mec qui fait de la techno, un peu tech, électro, trance, années 90, très référencé années 90 quoi. Mec, je suis là entre je sais pas moi, entre un Booba et Nicki Minaj, je vois Panteros, je reste, mais qu'est-ce que tu fous là? Et il jouait là-bas. Ouais, excellent. Incroyable. Non, mais il a gros retour de hype, il rejoue, donc c'est trop bien pour lui. Ça tue. Et il était batteur de ce groupe-là. Ok. Sur la fin. Et avec Panteros, on réfléchissait beaucoup et on parlait beaucoup. Et à un moment, on se dit, ah vas-y, il faut qu'on crée un nouveau truc. Ok. On nous fait rencontrer 2 autres mecs, 2 énormes geeks de la musique. Un qui est fan de baile funk et fait que des compiles, genre il mélange de la pop
Riken avec du baile funk, donc qui est le rap brésilien, on va dire, rap club brésilien. Okay. Et un autre qui est passionné de danse, jeux vidéo, qui fait de la musique pour des jeux vidéo, etc. Je sais de qui tu parles. Et donc, c'est 2 geeks de musique, mais qui avaient aussi la même vision que nous, c'est-à-dire, vas-y, comment on crée la club musique du futur? On se rencontre, on se kiffe trop, et on dit, vas-y, on va faire un groupe tous ensemble, un collectif, un groupe, ça s'appelle Club Cheval. Les 2 autres membres de mon groupe disent, ah ouais, non, nous, on le sent pas trop. Ils disent, non, nous, alors qu'à la base, ils étaient invités dans ce collectif, ils disent, non, on le sent pas trop. On fait, ah ok, bah vas-y, nous, de toute façon, on bouge à Paris. Là, tout le monde bouge à Paris. Tout le monde est venu à Paris. On a fait Club Cheval et c'était le 2e chapitre de l'aventure. Et là, quel chapitre? Parce que donc, vous êtes 4, donc le groupe est composé de toi, Ouais. Pantero 666, Ouais. Sam Tiba Ouais. et Ken Blaster. Ouais. Vous êtes tous du Nord de base. On est tous du Nord, ouais. Et vous allez à Paris, et là, c'est l'aventure. Mais quand vous y allez, vous n'avez pas de pied à terre. En fait, comment vous allez à l'aventure vraiment? Bah, on va à l'aventure sans aller à l'aventure, c'est-à-dire on se trouve le moyen d'aller vivre dans une ville. À un moment, il faut quand même trouver le moyen de... C'est-à-dire, moi, je fais mes études, donc je faisais des études d'ingénieur du son. Sam Tiba, il était stagiaire dans un label et dans une boîte de promo pour la musique. Ok. Ce qui est vraiment la pire idée. Parce qu'en fait, te retrouver à faire la promo d'autres artistes alors que toi, tu veux devenir artiste, Ouais, c'est le truc qui te rend zinzin. Bah, c'est vraiment le truc où tu te ronges les ongles toute la journée. Bah ouais, de ouf. Panteros, qui est un génie de la punchline, comme tu le sais, Ouais, c'est un ouf. il travaillait dans la pub. Ok. Donc, il écrivait pour la pub. Et Can Blaster, lui, il était venu parce qu'il avait déjà une très grosse hype dans son projet solo. Il était venu et il est dans une coloc la moins chère possible. Sa chambre, franchement, on aurait dit une cellule de prison. Ah ouais. C'était vraiment un matelas par terre et un ordi poussiéreux, les gars. Mais genre, le truc, lui, il avait un mini ventilateur comme ça, là, les ventilateurs pas chers. Et il était obligé de le mettre en plus de son ventilo de processeur, tellement son Ableton faisait ramer son ordi, quoi. Incroyable. Et donc, on était là tous les 4 et on avait la chance qu'il y ait déjà eu une petite hype à Lille autour du projet. Donc, en fait, bah, on était plus ou moins invités aux soirées, on avait rencontré des gens et petit à petit, les DJ commencent à jouer notre musique, à voir qu'il se passe un truc, tu vois. Et on se met à ce projet en parallèle de cette hype qu'on a sur quelques singles et surtout des soirées qu'on organise à Paris. Ok. On dit, vas-y, il faut qu'on fasse un album. C'est là que tout commence, mais en même temps que tout se termine, quoi. Mais attends, quand vous avez l'idée de faire un projet, il n'y a pas de label, il n'y a pas de management, vous êtes 4, vous dites on va faire un album. Non, en fait, et c'est là le problème, et c'est un problème assez classique en musique, c'est que souvent la hype se déclare un peu trop tôt, quoi. La hype est énorme autour de Club Cheval. On n'a pas sorti un morceau sous le nom Club Cheval. On n'a pas fait un live sous le nom Club Cheval. On n'a pas signé avec un label sous le nom de Club Cheval. On a un management qui s'appelle Savoir-Faire, qui depuis longtemps, qui a été créé par un Lillois qui s'appelle Manu Baron, qui est un génie du management, qui nous dit, qui nous prend sous son aile et qui nous dit let's go. Mais à côté de ça, on n'a rien. Et forcément, quand tu mets à des mecs qui ont à peu près la vingtaine une hype de fou et qu'on te dit genre vous êtes des génies alors que tu n'as rien fait, bah toi tu deviens con, quoi. T'y crois, quoi. Enfin, t'y crois mais t'es con. Ok. T'es con parce que à 20 ans t'es con et tu te dis on va baiser le game, on est plus fort que tout le monde, prenons notre temps, de toute façon on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Donc on se retrouve dans ce moment, c'est un peu la belle vie, tu vois. C'est quoi le move que tu fais? Tu dis ouais, ça c'était un move de con à ce moment-là quand tout le monde vous encense mais qu'il n'y a rien de sorti. Le vrai move de con, c'est d'avoir signé en maison de disque. Bon, ça on y va juste après. Ok, c'est vrai, je comprends. D'avoir signé en maison de disque avec Club Cheval trop tôt. C'est Warner, je crois. Ouais, chez Parlophone. Franchement, big up à eux parce que vous avez eu la patience de travailler avec nous. Mais c'était le pire choix que nous, on ait fait, quoi. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec forcément, j'imagine quand tu travailles en maison de disque et que tu vois genre 4 kids dont tout le monde, on avait des articles dans Le Monde de double page. Ils font les ponts entre les styles et nanana. Forcément, tu te dis genre, ah mais il me les faut dans mon label. Mais c'est l'erreur. Tu peux pas avoir quelqu'un qui te signe, quelqu'un d'un process commercial, c'est-à-dire qui veut vendre beaucoup de disques et qui se met dans un mood qui signe pour la hype. En fait, la hype ne fait pas forcément de l'argent, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est même rare. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est rare. Tu vois, ça mais arrive. C'est rare. En tout cas, c'est le mauvais. C'est vraiment comme vous le faites. C'est comme quitter ta meuf que t'aimes trop, avec qui c'est trop cool, ça se passe trop bien, pour une meuf qui passe, dont tu tombes un peu amoureux et t'es un peu excité comme ça parce que c'est assez nouveau et c'est frais et tu te dis genre ah mais vas-y c'est sûrement elle. Tu vois, un espèce de coup de cœur mal placé. C'est une erreur de la part d'une maison de disques de signer pour ça. Et nous c'était une erreur de signer chez eux en pensant qu'on allait réinventer la roue aussi, quoi. On s'est quand même dit, on va réussir avec notre style à faire de la zik commerciale.
Mais tu sais que je l'ai écouté, moi, Discipline, donc c'est le nom du projet de l'album. Et en vrai, il est vraiment lourd, sauf que je trouve qu'il est sorti trop tôt par rapport... En fait, je trouve qu'il y a des sons, ils sonnent actuels presque là, tu vois. C'est ce que... Et c'est marrant, c'est parce que c'est ce que Core m'a toujours dit. Core m'a toujours dit, le jour où tu veux faire un hit, va voir dans tes projets d'il y a 4 ans. Ce qui est vraiment un bête de compliment, mais c'est du coup, ça fait que t'es un peu... En fait, c'est marrant 2 secondes de te dire c'est le gars du futur, mais en fait, en même temps, à un moment, t'as un peu envie d'être dans le présent et de... Question toute simple, et en vrai, c'est peut-être celle-là que j'aurais pu te poser il y a très longtemps. C'est qu'à ce moment-là, au moment de cette hype dans l'électro, où toute la scène underground vous encense dans une boîte de management de savoir-faire, donc les gars, c'est Brodinski, c'est Geza Flunstein, c'est bref, tu vois, toute cette scène un peu électro. Geza Flunstein, Brodinski, il y avait les Birdie Nam Nam, et tous ces projets étaient au maximum de leur buzz. Dites-vous à l'époque, en termes de... C'était le mec qui tournait donc avec nous. Je fais pas du name dropping, mais je fais bien pour bien comprendre en termes de hype mondiale ce que ça raconte. C'est vraiment Kanye qui porte les suites Bromance et Virgil Abloh qui tourne avec nous en DJ, tu vois. Exactement. C'est vrai que tu faisais les DJ sets avec Virgil Abloh. Et donc on parle d'un truc en fait où, en termes de hype pour nous, c'est vraiment genre ah putain mais on n'a pas sorti un morceau et on se retrouve là. Ok, tu vois. En fait, on est un peu à ce moment-là des enfants gâtés de la hype. Ok. Tu vois, un peu trop gâtés, un peu pourri gâtés. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ce projet, tu l'as fait avec Core, pourquoi ce projet, vous avez décidé de le faire avec un producteur rap qui, de base, sur le papier, il est totalement capable de le faire. Mais moi je trouve ça incroyable comme move. Hein. Mais justement, c'était quoi votre réflexion? Parce que nous, on avait du coup, dans ce truc d'ambition folle, en fait, c'est un peu comme si on avait skippé l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Et on disait, ok, maintenant, il faut que notre album, on baise le game. Et on baise la planète. Parce qu'en fait, à côté de ça, quand on faisait des rendez-vous de management, on était avec le boss de Sony d'Angleterre qui venait nous voir, qui faisait genre mais c'est vraiment génial, vous êtes des génies. Personne à un moment nous a dit mais les gars, en fait, redescendez, vous n'avez rien sorti, ce qui aurait dû arriver à un moment. En termes de connaissances techniques et de manière de terminer un album, on savait pas le faire. Donc à un moment, on avait des bêtes de démos trop bizarres, elles étaient super, et j'ai toujours pensé qu'on aurait dû sortir ça. Et le sortir, du coup, arrêter ce process bien avant la signature de disque, mais bon, on peut pas revenir dans le passé. Et à un moment, on s'est dit genre merde, on n'arrive pas à le finir et pourtant on a envie de faire des hits, on a envie de faire des morceaux. Et donc on s'est dit qui sait faire des hits en France? Et Tequila Tex, donc Tequila Tex nous a dit devriez aller voir Jérémy Chatelain. Incroyable. Ok. Et donc on va voir Jérémy Chatelain, on essaie de travailler avec lui, on passe vraiment du bon temps avec lui, on se marre, on l'emmène aux États-Unis avec nous, studio là-bas, etc. On avance et on voit que ça n'avance pas, tu vois. Et même Jérémy il nous dit bon. Je pense que pour vous, ce qui serait bien en fait, c'est que vous alliez voir DJ Core. Allez à son studio. Et donc Jérém nous fait la passe D de nous présenter Core. Core écoute. Et Core, comme tout le monde à ce moment-là, nous dit vas-y, let's go. Et nous, on est surexcités. On se dit ah mais putain, c'est trop bien, on a la clé. Et après, c'est pour ça aussi que l'album est terminé et aller dans cette direction-là. Parce qu'il est pas. Je pense pas que l'album est mauvais. Hein. Ah non, mais frérot, il y a des titres. Ouais, ce projet, franchement, il y a un titre que j'écoute souvent. Ouais, bah le son de celui-là, il est... C'est comment il s'appelle déjà? Bah celui-là. From the Basement. Ouais. Tu sais que je le trouvais vraiment incroyable. Hein. Ah bah il est sympa. Hein. Et il a trop bien. En fait, je le trouve en avance. Tu me dis ça sort en 2024. Il y en a qui dit on est chez Zara. Bah vas-y, va chez Zara. Ouais. Va écouter la musique chez Zara, toi. Non, mais c'est un truc de ouf, parce que là, ça a 9 ans, je crois. Et vraiment, ça sonne pas comme un son d'il y a 9 ans. C'est pour ça que je dis que vraiment, c'était en avance de ouf, tu vois. Ces titres sortent, mais t'as quand même un titre qui part en synchro de baiser. C'est le titre... Discipline, ouais. Discipline. Celui-là, il prend. Mais il a une tournure un peu plus ouverte que les autres titres. Ouais, il y a d'une certaine manière. Peut-être dans la structure, etc. Discipline, ouais, mais après, c'est vraiment... En fait, sur un album comme ça, c'est-à-dire avoir un hit sur un album un peu entre deux, en fait le problème c'est que donc on se retrouve j'ai une assez bonne histoire là-dessus. Vas-y. C'est que donc on fait Discipline marche bien, c'est vraiment notre titre phare, ça passe à la radio, ça va sur Énergie. Hein? Ouais, bah ça va sur Énergie. Ça va sur Énergie? Ah bah ouais, Discipline va sur Énergie. Mais incroyable, frère, je savais même pas. Si et donc on se retrouve en fait et c'est là qu'on voit qu'il commence c'est-à-dire on a ce qu'on veut. C'est-à-dire on a ce hit qui est Discipline et en fait là on se retrouve à faire des plateaux Énergie. Ça par contre, c'est tellement pas votre vibe. Ah ouais, c'est-à-dire que quand tu fais un plateau Énergie, forcément c'est en playback, forcément ton morceau tu dois le couper pour qu'il fasse plus que 1 minute 30 et on se retrouve avec d'autres artistes qui sont pas du tout notre vibe. Ah bah là la line-up ça devait être franchement je veux dire un truc pas loin de la vérité, Kenji, toi et ensuite Luan, tu vois.
À cette époque-là, non, mais c'est l'équivalent, tu vois. Ouais. Et donc, on se retrouve là-dedans. Et bah, évidemment, la maison de disques, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Parce que eux, forcément, faut bien comprendre qu'une maison de disques, c'est des gens qui investissent de l'argent et qui veulent en récupérer. Donc, eux, ils disent, bon, bah, il nous faut un deuxième discipline. Et nous, on écoute l'album et il n'y a pas de deuxième discipline, tu vois. Et celui-là, déjà, ça a déjà tellement été une aventure de le faire. Et donc, ils nous disent, franchement, on met tout en œuvre pour que vous fassiez un deuxième discipline. On veut le même morceau, mais différent, quoi. Qui est le truc, c'est vraiment le truc impossible à dire à un artiste, tu vois. Enfin, c'est compliqué, tu vois, dans ta tête. C'est genre, attends, mais comment je fais? Comment je l'avais fait déjà? Attends, mais cet accord-là, ça ressemble trop, c'est trop, pas assez. Bref, on se met dans les studios de Warner, c'est dans le 18e arrondissement, et on se met là-bas un mois, et on leur pond des morceaux, mais ce qui est vraiment pas productif, c'est vraiment... nous, on est des artisans de la musique. C'est-à-dire que tous les morceaux de cet album et tous les morceaux que j'ai pu faire d'ici là, mais tu vas le voir, c'est vraiment des trucs de bricolage, c'est des accidents, c'est des choses, et même le discipline, le lead de discipline, vous verrez sur le refrain. Je sais pas, c'est du bricolage. C'est-à-dire, d'un coup, tu fais des trucs chelous, tu mets des synthés dans des sampleurs et il se passe des choses, et d'un coup, t'as un truc où tu fais genre, ah ouais, en fait, j'ai jamais entendu ça, et il se passe un truc. Là, on nous dit, ah non, mais il faut que ça ressemble. Donc en fait, on se retrouve de passer d'artisan à travailleur en usine. Et ça, on sait pas le faire. Donc en fait, on fait des morceaux qu'on n'aime pas trop, on rentre chez nous, on est un peu deg, on s'embrouille à moitié, et on se retrouve tous les 4 parce qu'on est 4 producteurs dans cette histoire. Donc en fait, on se retrouve, au lieu de mettre toutes nos forces en commun, on est un peu là à galérer, et on sort un morceau sans voix. Et là, notre DA de l'époque nous dit, bon bah maintenant il faut une voix dessus. Donc sur Discipline, c'était un bête de chanteur que Cord nous avait trouvé, un mec de Miami. Donc en fait, ça faisait aussi un espèce d'accident chelou. Là, il nous dit, bon bah il faudrait une voix féminine parce que le premier c'était une voix masculine. Et il nous dit, bon bah je vais vous trouver une chanteuse, elle s'appelle Neouda. Qui connaît Neouda? Télé-réalité. Bien sûr, c'était Neouda avant la télé-réalité. Vas-y, ok. Nous, on sait pas qui c'est, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on comprend pas. Pétez pas votre crâne dans le chat. Ce que je raconte, tout ce que je raconte est une histoire vraie. Et on est dans un bête de studio, on loue un studio avec cet instru, et Neouda vient, franchement sympa, et surtout n'oublions pas qu'elle a une bête de voix. Ah mais elle chante bien, hein. Je l'ai déjà dit qu'elle chante. Bon accent, bonne voix, elle chante le titre, c'est une voix assez classique, mais forcément quand c'est assez classique, nous en fait on commence, tu sais, on va que dans ce sens de la radio, et franchement on le sait tous autour de cette table, tu vois, de ce studio, que putain, on peut dire putain, oui putain, oui. Putain, c'est pas ouf, tu vois. Mais on avance. Et je jette pas la pierre à Neouda, mais à Neouda et tout, c'est pas notre milieu. Nous, vraiment, souviens-toi de ce que je te dis sur d'où on vient, ce qu'on fait et tout. Ouais, de ouf. Et en fait, on finit ce morceau. À la maison de disques, ils sont trop contents. Wesh. Ils jouent, ils font genre, ah ouais, mais c'est bon, on l'a, c'est bon. Merci, bravo les gars, c'est génial. Et c'est super. Et c'est là, les amis. C'est une sensation bizarre, ça. Que toi t'aimes pas, mais que tout le monde aime bien. Ouais, on n'aime pas, mais en même temps, on se dit. En fait, quand t'es dans ce flow de. En fait, on y va, en fait. Et puis, c'est un peu. Mec, vous l'avez voulu. Bah, maintenant, vous l'avez. Ok. Vous avez voulu cette life. Vous vouliez un hit. Vous voulez être sur énergie, non? Bah, maintenant, vous l'avez. Ok. Et donc, c'est quoi la sensation? Et non, et donc. Bah, la sensation, c'est. Je sais pas, t'es pas à ta place, tu vois. C'est. Ok. Heureusement. On a un manager à ce moment-là qui s'appelle Manu Baron. Et Manu Baron, bah, il sait manager des artistes. Et il a une grande qualité, et c'est là où c'est un très bon manager d'artistes, c'est qu'il comprend ses artistes et qu'il va pour le sens de ses artistes. Quelques semaines avant que le morceau sorte, il s'assoit avec nous autour d'une table. On réécoute le titre. C'est lui qui le joue comme ça. Et il dit, bon, moi je vais vous le dire, je pense que ce morceau, c'est vraiment de la merde. Honnête. Je pense que c'est vraiment de la merde. Est-ce que vous pensez pas aussi que ce morceau est de la merde? Quel goat. Si vous pensez pas, on continue ce qu'on est en train de faire. Si vous le pensez, moi je vous conseille d'arrêter parce que vous allez dans une espèce de course à quelque chose qui vous ressemble pas. Et il y avait aussi ce truc de... En fait, à un moment, tu regardes ta carrière, tu regardes les morceaux que tu as fait dans ta vie, et il reste, tu vois. Il dit, vous voulez vraiment de ça? Et là, on a dit, ok, on annule. Et là, on a appelé la maison de disques. Et on leur a dit, en fait, le morceau, on le sortira jamais, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ok, vas-y. Du coup, ça a évidemment jeté un froid, et il y avait un peu, une petite guerre. Hein. Et on n'a plus jamais ressorti de choses avec eux. Bah, vous partez même on est parti du label. Et d'ailleurs, on est tous partis de ce label parce qu'à un moment, on a compris que on n'était pas sur la même longueur d'onde. Je pense que ça m'a vraiment appris ce jour-là qu'à un moment... En fait, il y a deux choses. Il y a le fait que avancer dans une direction qui te plaît sincèrement pas, c'est vraiment la mauvaise solution. Deuxième chose, bien s'entourer et écouter ce que les gens qui te connaissent ont à te dire. Ça peut être autant ton manager. Si t'as pas de manager, ça peut être ta meuf. Ça peut être quelqu'un d'autre. Et troisième chose, c'est qu'il n'y a aucun, et c'est très important, il n'y a aucun choix qui ne peut pas être annulé, même si c'est la dernière minute, même si tout le monde vous dit quelque chose. À un moment, tu sens pas quelque chose, tu peux dire, en fait, non. La chance quand t'es artiste, c'est que t'es au sommet
de la pyramide décisionnelle. Donc en fait, tu peux dire non. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu le sens pas, faut pas le faire. Donc voilà, et c'est marrant parce que dans l'autre sens, quand j'ai commencé à bosser avec des gens du rap... Donc, mais attends, justement, alors... Non mais il y a un truc comme ça, pardon, c'est que on m'a toujours dit, tant que le morceau n'est pas sorti sur les plateformes ou gravé sur un CD, peut-être qu'il ne sortira jamais, et ça fait partie de ça, tu vois. Ouais, de ouf. Et le truc, c'est que bon, tu fais quand même une tournée autour Club Cheval qui se passe trop bien, tu fais quand même pas mal de dates. Ça tourne à Burn, tu fais des télés, tu fais Canal, je crois, de tête. On fait beaucoup de télé, on fait États-Unis, Japon, Asie, on tourne pour quelques marques de mode et on fait beaucoup de live, etc. Mais en fait, je crois que cette aventure d'album qui a duré presque 6 ans, plus le live et cette vie à 4 aussi, c'est-à-dire 4 producteurs, tu vois, c'est pas comme si t'avais un chanteur, un bassiste et un leader. En fait, le problème, c'est que de pas avoir de leader dans un projet, même si c'est dans un collectif ou un truc comme ça, à un moment, en fait, ça clash parce que ça veut dire que tu mets de côté tes idées, tu fais beaucoup de concessions, ce qui est normal pour un groupe. Voilà, à un moment on avait trop de trucs à raconter. Et un jour, on a réessayé de faire de la musique pour un deuxième album. Et en fait, on est retourné voir Manu avec les démos. Il a dit, bah ouais, en fait, c'est pas un album, celui-là, c'est ton morceau, hein. Ouais, celui-là c'est le tien, c'est toi qui l'as fait, ouais. Celui-là c'est toi qui l'as fait, il a fait bon bah voilà, maintenant faites chacun vos lives et puis vous vous retrouverez si un jour il faut vous retrouver, tu vois. Mais... Ok. Le truc c'est qu'au milieu de tout ça, du coup t'es souvent en studio. Ouais. Et forcément à ce moment-là, dans le studio il y a Cor, il y a Aurel, il y a moi et on fait du son. Au bout d'un moment Cor te dit bah en vrai, fais des trucs. Viens faisons de la musique et entre deux répètes de Club Cheval et une date, bah tu te retrouves en studio avec nous à bosser. Ouais. Et en vrai, ça te faisait pas bizarre d'être un peu dans les deux mondes, même si je trouve qu'il n'y a pas d'énormes différences, mais te retrouver à te faire des boiler rooms, à te faire des soirées et te retrouver avec Akrim, SCH et c'est d'autres. ça qui est génial. Ouais, de ouf. C'est ça qui est génial dans la musique, tu vois, c'est que... Franchement, je vais dire des trucs cheesy, mais la musique, c'est le langage universel pour de vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un son que tu kiffes, c'est un son que tu kiffes, tu vois, genre... c'est-à-dire, tu te retrouves... si j'écoute un beat avec Lakrim et qu'on kiffe tous les deux, ou on a écouté des trucs d'électro de Club Cheval avec Lakrim, qui était peut-être le premier à écouter des morceaux de Club Cheval, en fait, ou que j'écoute des morceaux à lui et que je kiffe, en fait, si on kiffe en fait. Et faire de la musique, bah, c'est là où les ponts, les trucs se rejoignent. Et l'intelligence de Cor aussi dans tout ça, et qui a été vraiment hyper formateur pour moi, c'est que c'est dans les accidents que se trouvent les vrais, la vraie beauté, la vraie magie et les vrais hits. C'est-à-dire, je raconte souvent cette anecdote, mais Cor, je me souviens à chaque session qu'on faisait, le premier avis qu'il demandait, c'était pas à nous. C'était au mec qui était dans le coin, on savait même pas qui c'était, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et le nombre de fois que je l'ai vu changer pour de vrai des trucs, parce que c'était pas par politesse. C'est-à-dire, le mec dans le fond, je sais pas qui c'est, hein. Ça peut être un pote de... Non, mais il fait tout le temps ça. Ice MC ou ça peut être... Attends, me dis pas que t'étais là pour l'anecdote avec Ice. Avec les bacs. Tu parles des bacs? Non, je te parle de... Non, la bœuf de Brody. Peut-être. Il y avait quelqu'un... Non, mais c'est pas Ice. Non, mais du coup, je confonds deux anecdotes, mais l'anecdote où... De Six l'avait pété à la bœuf de Brody. Ah, c'est possible. C'est pas impossible. Non, imaginez bien que vous mettez en studio Club Cheval, Brodinski, Cor et les rappeurs qui passent H24, c'était un moulin là-bas, c'est-à-dire que tout le monde rentrait et sortait comme il voulait. Et donc je racontais ça parce que, en tout cas, ouais, l'accident arrive, et l'accident, en tout cas, moi, dans ma manière de travailler aujourd'hui, j'ai grave appris de ça parce que c'est là-dedans qu'il y a vraiment les trucs. Les hits que je kiffe et les hits sur lesquels j'ai pu participer partent souvent de gros accidents, tu vois. Ouais. Et la preuve, c'est que le premier titre que j'ai fait, et j'en ai reparlé parce que j'ai croisé Lakrim il y a 2 semaines au studio, c'est Tout le monde veut des lovés. Bah justement, putain, je voulais t'en parler. Alors, du coup, ce titre-là, issu de l'album légendaire qui a pour le coup 10 ans, Corleone. Et joyeux anniversaire Corleone, et dans le chat, joyeux anniversaire Corleone. Et du coup, tu participes du coup avec l'équipe à plusieurs titres, tu vois, avec Cor, que ce soit sur Lakrim, sur SCH, mais c'est vrai qu'il y a ce titre-là qui est un gros hit radio, parce que je crois que c'est le titre qui a peut-être le plus tourné du projet en radio avec Je suis qu'un thug ou Barbade, c'est celui-là. Cor, Aurélien, je sais qu'ils sont derrière l'écran. Ah ouais? Ouais, certainement. Ah mais génial, faut pas que je dise de conneries. Exactement. De mes propres ailes, mademoiselle. Attention, si je t'aime, tu pourras toucher le ciel. Il disait pas ça avant. La première version, il disait pas ça.
La crime va vous. On peut pas le dire, les amis. Tu vas voir. Vas-y, ok, mon ref. Il disait pas ça, je crois. Pour les radios, je crois que ça a été un peu censuré. Pourquoi pas? Je crois. Pas pour les radios, mais je crois qu'il a censuré. Je crois que c'était un peu hardcore. Je crois que ça a été un peu. Non! Ouais, vous aussi! Vous aussi, vous abusez, frère! De quoi? Il a dit V-word, ça, je dis, ouais, abuse pas. Non, rien à voir. Pas. Abusez pas. Et... Non, c'était beaucoup plus soft, hein. Rien à voir. Mais. Et respectez la crime, s'il vous plaît. Non, quoi? Eux, ils aiment trop. Ils se bagarrent pour lui. C'est plus libérer la crime, c'est respecter la crime. Hashtag respecter la crime. Comment l'idée du son, elle est. Pour le coup, tu vois, Corleone, c'est. Je suis là. Mais je suis pas là parce qu'en même temps je suis avec Camille en tournée sur Señorita, je sais pas si tu te rappelles, tu vois. Ouais. Donc du coup, il y a des titres, je suis arrivé, il y avait ce titre. Par exemple, tu vois, ce titre-là, typiquement, j'ai pas plus d'anecdotes à part cette phase-là qui a été entre guillemets réécrite, mais j'ai pas plus d'anecdotes, je suis arrivé, il y avait le morceau. En fait, c'était assez simple, hein. C'est vraiment Jamel qui m'a écrit et qui m'a dit je suis en train de faire ça, tu veux pas me faire un morceau un peu électro avec des guitares? Et moi j'étais déjà sur assez passionné de gratte et de comment le mélanger à de la musique électronique et tout. Et franchement, je crois que le premier, je me souviens très bien parce que je l'ai fait, celui-là, je l'ai fait, désolé pour l'anecdote qui paraît fausse, mais qui est vraie, je l'ai vraiment fait dans mon lit. Je me souviens très bien le jour où je l'ai fait. Ok. Parce que j'avais ma meuf à côté de moi, et il y a beaucoup de morceaux qui se font enfin, je sais pas si tu fais de la prod dans ton lit, mais le fait d'avoir ton laptop comme ça, c'est un peu le même plaisir, même si t'as une télé devant toi, que de streamer sur ton ordi un peu comme ça. Ok. Et j'étais comme ça, là, et je cherchais des accords de gratte et des petits arpèges, et je cherche le truc, et c'était assez marrant parce qu'en fait il fallait pour que ce morceau soit rap, il fallait que la guitare sonne pas trop vraie guitare. C'est ça qui est marrant, tu vois, c'est un truc un peu trop accéléré, un peu trop rapide, et il fallait que le beat n'ait aucun groove. C'est pas un groove de house, tu vois, c'est pas un shuffle de... Ouais, et même le beat, il est spécial, tu vois. Il y a tout un truc, tu vois. Et c'est assez marrant. Bah, pour le coup, tu sais, en anecdote d'accident, bah, il y a celui-là qui en est un parce qu'en fait, le morceau, c'est n'importe quoi. D'une certaine manière. Il y a un peu à boire et à manger. Il y a un peu de tout. Il y a plein de refs. Moi, je vois plein de refs. Mais il y a plein de refs, mais c'est vraiment mettre des moules avec du chocolat, tu vois. Il y a un espèce de beat un peu trop fat, ni un beat de rap, ni un beat de house, on dirait un truc de pack de samples pris au pif. Ouais, de ouf. Il y a cette guitare qui est trop rapide, et il y a un espèce de bridge collé, sans FX, qui rentre comme ça, très étrange. Avec la crime en plus qui rappe par-dessus, c'est-à-dire qu'il a même pas fait un refrain chanté par une meuf qui pourrait un peu rattraper le truc. Donc il y a vraiment un truc très étrange, et en fait c'est vraiment Core qui me dit fais un morceau d'électro mais qui soit un peu rap, mais avec des guitares. Et je fais genre ah ok, et je fais ça et je sais pas le faire. Il y a un morceau assez en anecdote d'accident, je vais t'en mettre un parce que on avait déjà fait un morceau de rap à l'époque avec Club Cheval pour Kanye. Juste ça, tu sais, le mec qui place ça comme ça. Pour Kanye et Theophilus London. Ah mais Il s'appelle Can't Stop. Ouais, je me rappelle de celui-là pour le coup. Ouais, celui-là. Alors écoutez bien, c'est ce qui est très très drôle dans ce morceau. Donc on bosse avec Theophilus London sur son album et on ne sait pas faire de hâte de trap. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en faire, on n'écoute pas de trap et on se dit putain et comment ils font les hâtes de trap? On parle d'un truc, pourtant on savait faire plein de choses en musique, vu que Theophilus London était venu nous voir et qu'il était déjà plus ou moins en train de bosser avec Kanye et tout, et il vient nous voir, il dit non mais en fait je veux que ce soit eux qui fassent des prods pour mon album. Donc c'est qu'on n'est pas si nul que ça, mais nous on ne sait pas comment faire le... Pourtant, c'est juste un putain de piano roll à découper en 32 ou en 64 dans le... On ne sait pas comment faire, donc écoute nos hâtes de trap sur ce morceau. Notre vision des hâtes de trap, c'est vraiment le truc le plus hilarant de ce disque. Tu sais, on dirait quoi? On dirait que t'as mis un délai pour tricher. Mais j'aime bien. Tu sais que moi, tu me disais, je trouve ça artistique. L'accident. Peut-être que si le beat avait été plus classique, parce que en gros, pour faire simple, on bosse avec Theophilus London, on lui fait ces prods là et tout, et on les fait de manière assez artisanale en studio, c'est-à-dire on règle des rôdes, on est dans un vrai studio, on fait de la zik, etc. On n'a pas de news pendant 1 an, et pendant ce temps-là, en fait, Kanye se greffe complètement au projet, et en fait, il fait la fin du morceau. Il rappe à la fin, il rappe dessus. C'est-à-dire un jour, on nous rappelle, on nous fait, et au fait, vous vous souvenez de ce que vous avez fait pour Theophilus? Bah en fait, c'est fini, et il y a Kanye dessus maintenant. Et il a pas refait la partie des hâtes de trap, donc c'est que c'était... Ouais, ce qu'il a dû dire, ouais, c'est cool. Et par contre, tu sais que pour moi, c'est le GOAT. Kanye? Ah bah oui, bien sûr. Pour moi, c'est le GOAT. Bah, c'est le en tout cas en prod c'est le top 5 monde, ouais, bien sûr. Ah ouais, non mais c'est laisse tomber, tu vois. Ouais, mais autour de ça quand même tu fais quand même 2-3 trucs intéressants, tu vois. Tu fais un peu de rap, t'es au studio et on bosse à l'époque sur un projet d'un mec, on sait pas du tout ce que ça va faire. Bah, même c'est blague en vrai de vrai, c'est bizarre. Oui. On sait pas du tout.
Mais je te jure que j'ai rarement vu corps aussi sûr de lui sur le destin de ce mec. Il le savait. Moi, je dis franchement, je sais pas, frère. Si, tu verras. Ce sera Edgy Gastar. Et je crois que c'est en week-end. Parce que je sais que je viens lundi et j'entends ce morceau. Donc je taffais de ouf. Enfin bref, j'ai toujours taffé de ouf. Mais là, à cette époque-là, rappelle-toi, il y avait un lit au studio. Ouais. Il y avait un lit. Et en fait, je dormais dans la cabine. Et au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5 jours, j'y vais encore chez mes parents. Bah, fallait bien que je rentre parce que c'était trop, tu vois. Et je reviens. Et quand elle me dit, ouais, et tout, écoute ce son, c'est un son que j'ai taffé avec Mid, etc. Écoute, tu me dis ce que t'en penses. Qui connaît dans le chat? Qui connaît? Bon, ils connaissent tout le morceau. Maintenant, le truc, je sais que t'as raconté l'histoire plusieurs J'ai fois. ramené la session. C'est un, Ah bah ouais, moi je vous ramène des exclus. t'as un port HDMI dans ton Mac? J'ai un port HDMI dans mon Mac, ouais. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des producteurs ou... Vas-y. Allez. Eh, je le savais pas. La vie de ma mère, je le savais pas. Je ne viens pas les mains vides. Ah, il a pas menti. Hein. Moi je suis venu pour tous les petits Naskidos avec des sessions. Alors... Que vous sachiez, ceux qui sont traumatisés par facilement traumatisables par des sessions, Mais par contre, vous pouvez éteindre le stream tout de suite parce que celui-là, cette session, elle met mal. il y a beaucoup de pistes. Non, il y en a 4. C'est pour ça qu'elle met mal. C'est-à-dire, comment ça se fait? Après, ça, c'est la V0. Non, j'ai... En fait, entre V0 et VDEF. Mais le problème, c'est que. Attends, je suis en train de réfléchir. Je me dis comment je peux. Est-ce que t'as un. Vas-y, dis-moi tout. Est-ce que tu as un port HDMI, ça c'est carré, mais est-ce que tu as un truc pour port USB classique? T'as un adaptateur pour la carte son? Est-ce que j'ai un adaptateur pour la carte son? Non. T'as pas un adaptateur USB classique comme ça? Putain, ouais, mais frérot, fallait me prévenir. Ouais, tu sais qu'il me prévient pas. Tu sais qu'il me dit. Ah, parce que Là, je la prends comme vous. Hein. Je suis en mode. Par contre, la session est là. Par contre, tu peux play pour voir comme ça? Bah non, parce qu'il me faut un adaptateur en effet. Comment ça? Bah, il me faut un adaptateur pour le... Je vais voir si je peux le... Parce que j'ai mon disque dur, mais c'est un vieux disque dur. Ah non, mais là, on a fait il y a un effet d'annonce. Ah ouais, l'effet d'annonce, il est fou. L'effet d'annonce, il est... Mais je pense, non, c'est sur mon autre disque, mais il faudrait un adaptateur. Ce qui est assez intéressant avec ce... Mais raconte l'histoire du coup. Non, bah c'est... En fait, donc nous, on était genre passionnés de synthétiseurs, et particulièrement ce mec que je vous invite à écouter, qui était dans Club Cheval, qui s'appelle Can Blaster. Quel génie. Genius, et il achète le synthé le plus bizarroïde, enfin du moins qui sonne. On lui en a toujours voulu pour le live, parce que le synthé n'a vraiment... Il déconnait tout le temps, il se désaccordait, il se pétait, et en fait c'était un Prophète 12. Prophète 12, excellent synthé, mais en termes de son, même si c'est large, ça peut vraiment faire des trucs du futur. En fait, il y a quand même un truc où le son, il est genre bizarroïde, quoi. Très très bizarre. Ok. Et pour le studio, c'était un peu, je vais dire un peu inutile, ou alors pour faire des sons chelous. Et un jour, je me mets c'est un week-end du coup, et je me mets dans cette petite cabine. Il y avait vraiment une cabine sur le côté, mais qui avait accès sur le salon du studio. Ouais. En fait, dès que tu bossais dans cette salle, On entendait. tout le monde pouvait entendre ce que tu faisais. Et je teste ce synthé, quoi. Je teste des trucs, j'empile des sons, je fais des trucs et tout. Instantanément, Core vient et dit « Attends, c'est quoi ça ?» Et je lui play. Et là, je pense que la top line vient quasiment instantanément. Et c'était terminé. C'est-à-dire que là, pour le club, cet après-midi, avant de venir, j'ai regardé si on peut l'ouvrir, j'espère. S'il te plaît, mon rêve. Dis-moi, tu sais qu'il y a un truc que j'ai perdu. Enfin, que j'ai perdu. C'est dans les disques. Mais si jamais t'as ça, je t'aime. Est-ce que t'as la version avec la top line? Non. Parce que je pense que je ne l'ai jamais eu. C'est que ça, je le cherche, ça fait longtemps. Mais je sais qu'il est dans les disques. Mais frérot, les archives, vraiment. Moi, j'ai assez. En fait, la top line, les gars, vous vous rendez pas compte de la top line comment elle est. Hein. C'est le titre. C'est le titre. Ouais, bah ouais. C'est vraiment. Par contre, frérot, ton disque dur, celui-là, il se monte pas. Le western. Il va venir. Ah ouais, ce qui met vraiment. Ça fait genre 5 minutes. Hein. Et que il joue, il fait du bruit, tu vois. Ouais, il va venir, les amis. Il est un peu capricieux. C'est un disque dur de l'époque, donc. Ok. Donc vas-y, non mais t'inquiète. En attendant, on peut. De toute façon, ça c'est en fil rouge. Et ça, tous dans le chat, s'il vous plaît, faites une petite prière. Du coup, attends, c'est ça que je mets dedans ou l'inverse? L'inverse. Ah bah du coup, il est vraiment important là. Du coup, j'attends. Donc du coup, il se passe que ce titre se fait. Donc c'est ce titre auquel tu participes dans A7. Ouais, et puis j'avais déjà pris goût avec Core, avec la crime. De ce que ça pouvait être marrant d'avoir un titre qui était un hit radio, quoi. Ouais. Donc il y avait un peu l'appât de... Enfin, je sais pas, genre, c'était trop marrant, c'est-à-dire que tu montais dans un Uber... à l'époque de Tout le monde veut des lovés, il y avait Tout le monde veut des lovés, tu vois, c'était vraiment un truc qui passait tout le temps sur Skyrock. Et tu le sentais que ce titre-là, il allait prendre? Non, moi je suis nul en ça. Ok. Je raconterai sur la suite des hits. Globalement, je sens jamais les hits, et si on me laisse le choix, je
Je me trompe. Ok. Bon. Moi, je dis que ça, c'est un hit et ça n'en est Ok, pas. donc en gros, faut pas te demander, toi. Tu as un truc à boire, mon ref? Ah ouais. J'ai de l'Oasis, de l'eau. Ah, je veux bien je veux bien les deux, en fait. S'il te plaît. Et donc du coup, je suis pas très fort là-dedans et donc on fait ce morceau. Après, je vois bien que Core est surexcité par ça. Il le savait tellement. Et il est surexcité par ce morceau. Et donc, je me dis, franchement, le commençant à bien le connaître, il est excité comme ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et surtout, le morceau, en fait, il se fait tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir trop. C'est-à-dire qu'en effet, la voix est posée assez rapidement. C'est-à-dire, moi, dans les versions que j'ai trouvées, il a été fait en juin. Et j'ai une version de juillet où je fais l'export, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est très, très rapide. Donc, il est fini, mixé, enregistré en 2 secondes. Du coup, le titre sort, c'est une déflagration. Tu participes coup sur coup à 2 hits de 2 albums références pour chacun des deux, dans toute leur discographie, tu vois. Ouais. Et surtout, la chose qui se passe, c'est que moi, ça change ma vie parce que enfin, j'ai du vrai argent de la musique. Donc, quand t'es pas Guetta dans l'électro, enfin, façon de parler, j'abuse, mais t'as compris, c'est-à-dire que vraiment c'était une hype, etc. Ça générait pas une économie de zinzin. Nous, on avait vraiment tous les red flags de comment faire de l'argent dans la musique. C'est-à-dire, on était 4, on tournait principalement en live. Quand on tournait en DJ, on divisait par 4. Donc déjà, à partir du moment où tu divises tout par 4, imagine que c'est pas le jeu. On s'était beaucoup entouré. On avait un album qui coûtait très cher parce qu'il y avait des chanteurs, des musiciens, un producteur. Donc en fait, non. On avait un contrat de maison de disques, ce qui n'aide pas. Donc en fait, globalement, on gagnait peu d'argent. On n'était pas malheureux, hein, parce qu'on faisait la musique qu'on kiffait. Mais voilà quoi. Non, mais au moins c'est bien. Donc la première fois, j'ai un truc en mon nom où en fait on est peu sur ce titre et où en fait ça fait un vrai hit et un vrai hit. En fait, du coup, moi je suis un peu soulagé de ça quoi. Et ça me fait du bien parce que il est sorti en quelle année ? 2015, 13 novembre 2015. Voilà, et 2016, c'est quand on arrête Club Cheval, quand on sort l'album de Club Cheval, du coup on arrête le groupe 1 an plus tard, on va dire, et moi c'est pile quand je suis en train de faire mon album. Donc c'est-à-dire le moment où j'ai besoin que ma tête soit genre un tout petit peu plus claire et que j'ai besoin aussi d'argent pour vivre et pour sans tourner, et c'est là aussi où ça a pas mal changé ma vie, quoi. C'est-à-dire aussi, à la fois de dire, putain, mais en fait, je peux vivre de la musique, mais aussi, au-delà de te dire, je peux, dans le présent, je vis de la musique. Ça fait du bien. Parce que l'intermittence, nous, on était intermittents à l'époque. Ok. C'est cool, mais c'était pas non plus pas la vie de Pacha. Exactement. Question, t'as été sollicité beaucoup après ça? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Je parle même pas spécialement dans le rap, mais même dans l'électro, des gens qui disaient ah bah tiens, il a participé au son Champs-Élysées, vas-y, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a eu j'ai fait des albums à l'époque, justement dans un moment un peu d'entre-deux où on arrêtait le groupe. Moi je savais pas encore où aller, comment, enfin je sais pas, j'étais un peu dans le flou. Du coup j'ai fait un album pour Giorgio. Ouais. Qui est rappeur. Qui connaît ça. Je sais pas, en fait je vous parle comme si vous connaissiez pas, mais et je vous vois comme si je vous connaissais pas non plus. Donc, et je devrais tutoyer le chat. Bah en vrai ils sont plus que 2, donc techniquement c'est du pluriel. Donc moi tu peux je dire tutoie le chat. Donc tu vois quand tu... et donc j'ai fait Giorgio, j'ai fait une artiste qui s'appelle Songe, qui était assez excellente et qui est toujours assez excellente maintenant, qui est plus DJ. Et donc il y avait ça, c'est des projets qui m'avaient pris beaucoup de temps. On m'a demandé de faire une BO de film aussi, qui était aussi un gros projet. Donc je pense que forcément ça a mis la lumière sur mon projet solo et comme quoi je pouvais faire des choses en solo. Donc ouais, on peut dire oui. La réponse est oui. Sur un article qui s'appelle 19 sur Anarchy, ouais. Tu vois. Bon, pour le coup, j'étais là. Tu vois, parce que là, pour le coup, là, vraiment, Asset, j'y étais de baiser, parce que c'était assez fait pendant les vacances. Je me rappelle. C'était l'été, je suis pas parti en vacances. On faisait Asset. Et ouais, 19 aussi, je me rappelle très très bien avec cette loop, etc. Il y avait le S qui était studio, pour le coup, tout le temps. C'était vraiment lourd. Tu avais participé aussi à ce titre-là. Mais tu fais du son, et je sais que tu avais cette ambition de faire un truc solo. Tu vois. Donc, tu nous faisais écouter des loops, etc. Et moi, j'ai une anecdote drôle, je pense que tu t'en rappelles. On fait un séminaire à l'ancien studio de la Grande Armée, à l'époque, c'était au Palais Royal. C'est une super histoire. Et on se retrouve en studio, Core, Aurélien, toi, moi, et je crois que j'ai la photo. Est-ce que tu as la photo?
Je l'ai quelque part, ouais. Putain. On est en studio avec will.i.am. Donc will.i.am, membre des Black Eyed Peas, producteur lui-même, artiste, enfin voilà quoi. Les gars, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup de lignes pour vous expliquer qui est ce grand monsieur. Attends, en fait, je regarde dans la conve. Tu sais que toi, t'avais fait un montage de moi une fois, En fait, lui, mais je pense même pas que tu vas te rappeler de ça. Dans le désert. Ouais, la vie de ma mère. Alors, je vous explique ce qu'il a fait, ce bâtard. On est là, on est en séminaire dans le sud. Et moi, je suis à l'aise. Donc moi, le premier soir, et c'était le premier soir et le dernier soir que je fais ça de ma vie. Je suis en djellaba. Normal. Qu'est-ce qu'il fait, lui? À un moment, je suis debout. Il fait quoi? Il me prend en photo en scred. Et moi, je savais pas qu'il m'avait pris en photo. Et et lui, il était très fort à l'époque, faire les montages. Il me rajoute du sable. Il me rajoute... moi, je suis dans le désert, je suis en train de traverser, je sais pas, il me rhabille. Il rentre la photo et je l'ai plus, tu vois. Ah, celle-là, je l'ai plus, c'est sûr. Putain, mec, celle-là, c'est... Et le will.i.am, je sais pas comment je peux le retrouver, mais c'est possible que je vais la retrouver. Je vous la renverrai pour un prochain épisode. Ouais, mais vraiment, celle-là, ouais. Et du coup, il y a will.i.am, du coup, qui est au studio de la Grande Armée, donc avec plein de cabines, il y avait plusieurs producteurs, dont nous. Je me rappelle qu'il y avait à l'époque WX, il y avait... bref. Il y avait tous les producteurs de Paname. Il avait vraiment dit, je veux tout le monde. Ouais. Et il venait, en fait, faire le tour des cabines. Et il venait piocher les... Voilà. Et tu lui fais écouter un son, une instru. Ouais, par contre, je suis pas sûr que t'as encore J'ai l'autre anecdote. Tu lui fais écouter une instru, il dit « Ah, c'est pas mal, c'est bien, ça va rappeler ça, non. Mais ce son, finalement, il n'était pas destiné, au final, pour lui. Il va pour quelque chose d'autre. Finalement, peut-être de mieux, au final, pour toi. Ah ouais, je lui ai fait écouter un truc. Oui. Et c'était quoi? The Sun. Mais non. Si. C'est pas vrai. Je te jure. Incroyable. Tu lui fais écouter The Sun. Hey, will.i.am, écoutez The Sun et tu ne l'as pas pris. Tu as perdu au change. Il écoute The Sun. Je me rappelle parce que moi l'instru de The Sun, je me rappelle c'était même un long edit avec un beat au début, etc. Et ça partait pas avec la guitare. Et je me rappelle qu'à chaque fois que j'écoutais ce son, je me disais putain il est trop bien, mais trop chelou parce que la suite elle est chelou, tu vois. C'est pas une suite. Ah, moi, je suis un connard des sons commerciaux, tu vois. Moi, j'aime bien les suites basiques, classiques, tu vois. Et toi, t'aimes bien faire les trucs bizarres, tu vois. Et tu fais écouter ce titre à will.i.am, tu vois, qui trouve bien, hein. Tu sais, il fait ses grimaces, il dit, ah, ok, nan. Bref, à la fin, il pose sur un son. Mais c'était quoi l'anecdote que t'avais moi, j'en ai une autre qui est pas mal. Cor ne m'en veut pas que je raconte cette anecdote, je t'aime. Alors, c'est vrai, on s'aime avec Cor. Oui, mais c'est quoi l'anecdote? Là, tu me fais peur, là. Non. En fait, avec Cor, Cor avait fait la BO de Pattaya. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui. Il avait fait l'anecdote de Pattaya et on avait fait un son ensemble qui s'appelle On met les voiles, qui était un son avec Alonso. Le son avait bien marché, très important pour la suite. Quand je dis bien marché, c'est très bien marché. Ça passait à la radio et ça passait beaucoup à la radio. Donc forcément, tous les producteurs qui étaient là dans le camp ont entendu ce morceau. Et en fait, on fait écouter des sons à will.i.am. Donc on lui fait écouter The Sun. J'avais oublié cette anecdote. On lui fait écouter des sons, ça ne va pas. Mais il est cool, le gars. C'est-à-dire, il écoute. Et à un moment, on se parle un peu comme ça en Wi-Fi avec Cor. On lui dit, allez, vas-y, on lui fait écouter le Pattaya, quoi. Puis au pire, on le refera. Enfin, je sais pas ce qu'on se dit, comment on va faire. Et là, on dit, ok, vas-y, fermez la porte, parce qu'il faut que personne ne sache qu'on est en train de lui faire écouter un truc qui est déjà en radio en France au même moment. Et là, on lui fait écouter, on met les voiles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. Il pose dessus, frère. Et ça, je pense que je l'ai. Ouais, on va pas faire écouter, mais oui, il pose dessus. On aurait pu, non? Je sais pas, il faut lui demander. Ouais, il pose dessus, on a le son aussi. On aurait pu le faire écouter, franchement, il était au moins en... Bref. Ouais, le son existe. Et ça, je me rappelle que le son, à un moment donné, les portes s'ouvrent, tu vois. C'est ça. Et des gens, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis instruit, elle me rappelle un truc. Et c'est assez excellent, parce que c'est vraiment... will.i.am, il gratte dessus, il rec et tout. Et donc, on met les voiles de Alonso avec un couplet de will.i.am. Enfin, du coup, sans Alonso qui avait disparu au passage. Ouais, c'était excellent. C'était excellent. Oui, c'est vrai que c'était une très bonne anecdote. Est-ce que le disque dur a monté ou pas? Frère. Sinon, j'ai une technique. Singe de fou. Laissez-moi régler ça. Oh, mais attends. Tu sais que j'en réfléchis à un truc, frère. Ouais. Et je te prête mon adaptateur. Toi, tu connais la technique. Ah, mais voilà. Ouais, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Sachant qu'à l'époque, on avait fait un truc pas mal et un disque que je vous conseille d'écouter, les amis, c'est... Les amis, je vous conseille d'écouter, on avait produit avec Cor sur l'album de Brodinski. C'est aussi ça on avait fait tout l'album de Brodinski ensemble et je vous avoue que ça nous avait bien rapprochés aussi. Ouais, ça c'est sûr qu'à ce moment-là, et même, ça vous a bien rapproché et même chacun a appris de l'autre, tu vois, aussi. Je pense que, tu vois, le monde de l'électro, c'est quand même un monde différent de ouf par rapport au rap, tu vois. Et j'ai vu des line-up, toi, Brody, Cor, j'ai vu Virgil Abloh, platine. Bien sûr. Tu vois.
Mais on s'est vraiment retrouvés. Avec Core, je pense que c'est vraiment ce qui a scellé notre amitié. C'est quand on s'est retrouvés à Atlanta, dans les studios les plus ghettos sûrement du monde, à faire du rap. C'était incroyable. On finit la tournée de Club Cheval, merci. Et là, je me dis, faut que je m'occupe de moi en fait. Je quitte ma meuf de l'époque qui habitait avec moi. Du coup, je suis tout seul dans mon appartement et je décide d'installer un studio dans mon salon et de m'atteler à la tâche difficile de m'occuper de mon projet solo, qui consiste à en fait de me dire qu'est-ce que je veux faire comme musique, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui peut être cool à faire, tu vois. Et là, je me dis j'aime la folk ricaine, la folk californienne, les petites grattes, les chorus, la musique un peu imparfaite, un peu lo-fi sur tape et tout. À la fois, j'aime la musique club. Comment je fais pour faire ça? Je me mets en studio, je fais de la musique. Ça durera 1 an, en fait. Principalement avec aussi un super guitariste qui s'appelle Gerge, qui a un groupe qui s'appelle PPJ maintenant, je vous invite à écouter. Et on fait de la zik tous les jours. J'ai un pote qui s'appelle Maxime Maillet qui est là, qui a un gros big up parce que ça a été un super soutien moral. Il jouait à FIFA pendant toute la durée de la création de ce premier EP. En fait, au fur et à mesure, ça se dessine, quoi. Mais en fait, pour créer ton son, trouver ton truc, faut le temps, quoi. Vraiment comme un laboratoire, c'est vraiment un petit peu plus de sel, un petit peu plus de nanana, un petit peu plus de nanana. Et en effet, un jour, je le fais écouter à will.i.am, un jour, je le fais écouter à Core, un jour, nanana. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que là, l'importance de la top line dans les morceaux, et de la mélodie. Je te airdrop ça pour... c'est mon exposé, Dr. Mid. Et en fait, ce morceau, The Sun, donc à la base, je me dis, non, mais un morceau de musique électronique, il faut absolument que ça commence par un beat, faut qu'il y ait des boucles, faut qu'il y ait une montée, etc. Et donc, j'ai ce premier morceau où je trouve que la boucle est assez folle, la boucle d'accords, et surtout, j'avais ce fantasme depuis toujours, qui est vraiment un fantasme de con et de snob, qui est en fait, j'adorerais faire un morceau qui ne soit pas sur des mesures paires. C'est-à-dire des mesures paires, c'est 4 mesures. 4, 8. Donc on est d'accord que c'est 5 ? C'est 5. Mais c'est ça que je me dis. Mais frère, tu sais que j'étais pas sûr. Ah si, c'est ça C'est ça en fait le truc chelou. En fait, c'est un son. En fait, la boucle elle fait 5 mesures. Tout à fait. C'est ça que je me disais. C'était un petit défi de. Mais pourquoi ? Parce que c'est mieux, je sais pas. Parce que je trouvais ça bien et je trouvais ça. Et je sais pas, j'avais. En fait, tu vois, un morceau comme Eya par exemple de Outkast à 5 mesures et ça m'a toujours mindfucké que les mecs arrivent à faire un hit en faisant ça. Je me suis jamais dit que je ferais un hit. Je fais un morceau et je me dis, ce serait cool de faire un morceau un peu différent avec 5 mesures. Et en effet, le fait qu'il y ait un nombre de mesures un peu chelou, ça veut dire que quand t'es à la fin de la mesure, t'es dans un espèce de moment d'attente qui fait t'as envie de revenir au début, tu vois. Un peu comme si tu étais déséquilibré et tu revenais à ton morceau. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est ce qui se passe avec cette suite d'accords. Et donc, la première version, je dis au guitariste, je lui dis, vas-y, tu connais pas quelqu'un? Et il me fait, je connais cette fille à Lille, parce que lui était de Lille aussi. Je me dis, retourner aux sources, pourquoi pas? Tu vois, il y avait un truc un peu philosophique, un peu retour aux racines. Et il me dit, il y a cette fille de Lille, elle peut tenter une voix. Et elle tente cette voix. C'est celle-là ? Ouais. L'importance de la top line, ok? Il y a vraiment un truc où là la top line, ce que je dirais et ce qui est un peu elle suit beaucoup le morceau, donc en fait elle se fait un peu bouffer par le morceau, c'est-à-dire que ça fait une voix parmi une guitare, parmi un beat et du coup on s'en fout un peu quoi. D'ailleurs, d'autant plus la voix qui est très sucrée rajoute du sucre à un truc déjà guimauve du fait des guitares et du truc lo-fi et tout. Donc en fait, franchement, j'écoute et je fais bof, tu vois. Et ça devait être époque will.i.am. Ok. Parce que c'est ça ce morceau, je suis beaucoup resté avec. Et je rebosse le morceau, tu vois, je cut dans tous les sens, nanana, j'essaie de le rendre un peu plus punchy. Et je me dis, en fait, il faut peut-être casser. Et je demande des top lines à beaucoup de gens. J'ai demandé à des rappeurs de Brody. J'avais demandé moi j'en avais fait quelques-unes mais ça collait pas, il y a rien qui collait quoi. Et du coup il y a ce jour où Core fait une top line, ce fameux jour où t'es venu, et là tu peux alors, les gars, pour avoir vu le truc, c'est en fait ce qui est le truc le plus fou, c'est que vraiment il te la pique, il s'est barré. C'est même pas, ça a été genre ouais vas-y vite fait quoi, genre vraiment parce qu'on était sur taxi, mais après c'était le rush, en mode vas-y. Voilà. Et okay. Donc, ce qui est genius dans cette top line, si on l'analyse après coup, tu vois, c'est que d'un côté, il casse
À la fois, il utilise cette boucle chelou parce qu'il répète sa première phrase, mais aussi, il utilise des éléments qu'il y a dedans. La petite gratte, il lui fait mananana. Donc en fait, il rend fluide des trucs qui sont durs, il rend cool des trucs. Enfin, il y a un truc. Enfin, la top line, elle est, on peut dire, parfaite, quoi. Et donc, je retourne voir Anouk et je lui dis, vas-y, je vais venir à Lille. J'ai une top line. Tiens, je te l'envoie, écrit. Et moi, je vais venir t'enregistrer. Donc, on est vraiment dans un petit studio à Lille avec le guitariste parce qu'on avait règle des guitares ensemble. On y va en mode poteau, quoi. Et elle me chante la top line et donc elle chante toutes les paroles qui existent mais en parlant à la première personne, tu vois. I always wonder why I love it, why I love. Et donc je fais ah ouais non mais en fait il faut un truc, faut que le morceau il est trop chaud et il y a trop un truc de communion. Ouais. Faut que ça parle à plus de gens. Remplace tous les I par des oui. Comme ça, tu vas parler à tout le monde. Il y a un des truc jeux genre... par des... Oui. Ouais, des jeux par des nous, quoi. Ouais, nous, ouais. Et donc, c'est plus... on est tous en attente. Et là, c'est plus... On va tous vers le soleil, on est tous ensemble. Et il y avait un truc un peu plus. Et donc, elle se met à le chanter. Et il y a un truc qui colle pas. Parce qu'en fait, elle chante des oui, mais en même temps, elle chante toute seule. Tu vois, elle chante nous, mais elle est toute seule. Et donc, je dis, putain, mais ce serait bien qu'on chante avec elle, en fait. Et donc, je dis au guitariste, vas-y, chante avec elle. Et donc, il chante avec elle et il commence à se passer un truc, tu vois. Et après, moi, je suis là dans la pièce et je fais, attendez, passez-moi le micro, je vais enregistrer par-dessus, en fait. Et donc, je viens. Et donc, là, on commence à chanter tous les trois comme un petit chœur de scout, tu vois. Et là, je fais genre, ah ouais, ok, c'est bon. Il y a 3 voix. Ouais. C'est vrai que j'entends une voix féminine, Ouais. mais je me dis que c'était la voix de tête, tu vois. L'armeau de tête. En fait, non, c'est la voix de la meuf. Non, et ce qui est assez cool dans ces voix-là, et c'est le côté imparfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autotune, il y a un truc très roots, et il n'y a pas d'armeau. En fait, c'est vraiment, je trouve que ce qui rend la simplicité du morceau, et c'est ce qui est un truc aussi qui rassemble, et qui le fait un peu cœur de scout. C'est-à-dire, on n'est pas dans un truc de chanson, on est un truc plus dans un truc de comptine à une phrase qu'on répète. Et bref, donc je fais ça. Et puis voilà, je repars avec le morceau dans mon disque dur. Qui marche pas. Mais il a marché quand t'as rencontré, tu le connaissais déjà, mais quand t'as fait écouter, j'imagine, le titre ou la maquette à... Ah, c'était pas la maquette. En fait, mon but, c'était de faire écouter des morceaux terminés parce qu'il fallait que je réussisse à convaincre les labels. Et surtout, je suis pas particulièrement fan de faire écouter des démos. Et donc, j'ai 3 titres. Donc, un morceau qui s'appelle All Inclusive. D'ailleurs, j'ai ramené une petite surprise. Donc, All Inclusive, c'est un morceau plus folk, guitare. Et Core m'avait aussi fait une top line pour celui-là que j'ai pas gardé. Ah. Et je l'ai. Ça vous intéresse? Je sais pas si on a le droit de faire écouter les top lines secrètes de Core, mais voilà. Elle est bien. Elle est bien, mais pas pour moi, justement. Dans ce côté scout, folk, en fait, on est trop dans un truc... vas-y, tu peux mettre play. Mais ça, c'est notre vocal, j'en connais ça. Ouais, c'est bien. Ouais, mais... C'est très carry. Ouais. Mais tu sais que... j'ai mis pause. Je me dis, attends, Bellec, ok. Qu'en pensez-vous, le chat? Après, ils ont pas le recul, c'est pas des mecs du son, ils vont dire, ah, il y a pas l'autotune. Bon, oh, ça va. Comment ça? Attends. Eagle Eye Cherry, un peu, exactement. Ouais. Le gars, putain, ouais. Il y a quelqu'un qui a dit nul, quand même. Oui. Oh, Après, râleur. Il y en a qui trouvent Michael Jackson le nul. Le retour de Frank Ocean. Mais ouais, vraiment. Mais je sais pas. Et donc marrant, et donc ça je le garde pas, donc on a ces 3 morceaux, donc là quand il se passe ça, tu vois, on se dit, là j'ai déjà une manageuse qui s'appelle Alexandra. J'embrasse, ça fait tellement longtemps que j'ai pas... Elle va bien? Ah bah elle va très bien. Putain. Qui est manageuse aussi du coup de Gezafelstein, ouais, exactement. et de plein d'autres projets. Bisous Alex, hein. Je sais pas, je pense pas qu'elle regarde le live, mais si elle a rediff un jour, elle tombe sur le truc sur YouTube. Peut-être. Et du coup Alexandra, pareil, on parle beaucoup à ce moment-là, parce qu'on est en parallèle, souvent, tu sais, quand tu fais du son, pour le coup, elle, je lui faisais écouter, puis on était un peu sur, tu sais, un peu, mais on en reparlera, mais tu vois, il y a le fait de te projeter un peu, ça t'aide aussi, tu vois, quand t'es en studio, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que c'est tes objectifs, etc. Et ça en faisait partie, de signer sur un label de musique électronique. Donc il y avait plusieurs choix. Il y en avait un où on se dit, ah ouais, en fait, ce qui serait vraiment ouf, c'est de signer chez Headbanger, quoi. C'est-à-dire le disque, il était un peu rock à sa manière, tu vois, un peu folk, mais électro, avec un son qu'on n'avait pas
Enfin, je sais pas, j'avais pas entendu ça ailleurs. On se dit, ah ouais, c'est peut-être les seuls. En fait, c'est peut-être même à l'inverse. C'est pas genre, ce serait ouf de les avoir. Il y avait peut-être aussi ce truc, c'est bien les seuls qui peuvent sortir ça, quoi. Et comprendre ce qu'on veut raconter, quoi. Tu les connaissais déjà, toi, de base? On se connaissait parce qu'à Paris, dans la musique électronique, tout le monde se connaît plus ou moins. On avait déjà tourné ensemble avec Pedro, on avait déjà fait des dates ensemble. Pedro, du coup, c'est Pedro Winter, Buzzy P, qui est le boss de ce label qui s'appelle Headbanger. Ouais, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. On a regardé le docu hier, la semaine de dernière Mehdi, sur incroyable, Mehdi, incroyable. docu incroyable, d'ailleurs. Incroyable. Tellement inspirant. Tu sais que de ouf, hein. Je connais tellement de gens qui sont partis en studio juste après faire du son. En mode, mec, De fou. vraiment. Je vous la fais simple. Parce que malheureusement, les highlights de moment sont souvent simples. Tape à la porte. Bon, je prends rendez-vous avec lui et je lui fais écouter. Et lui, bah, c'est Pedro Winter. Donc... Vraiment, je sais pas, c'est vraiment. Il est très sympa, très sympa. Ok. Très sympathique, toujours très sympathique, Pedro. Mais en fait, bah, il dit ah bah c'est mortel. Et du coup, tu penses à quelqu'un pour sortir ce disque? Ah ouais. Le froid, il est dur là. C'est vraiment comme si t'es en date avec une meuf et tu penses que c'est bon et que la meuf elle dit ah mais si tu veux je te présenterai des copines. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça de ouf. Il dit quoi quand il dit ça? Je fais bah ouais, moi je pensais à peut-être pour ici ça pourrait être pas mal et tout. Quand je dis ici, en gros le label Headbanger, c'est un bureau dans le 18e. Ok. C'est un endroit qui est assez culte d'ailleurs. Il me dit bon bah on va manger du coup. Donc on est allé manger, ensuite on a parlé de choses de manière très sympathique. Et après, bah, ça a pris une semaine, un peu plus quoi. Ah, t'as laissé mijoter, hein? Ouais, parce que je pense qu'il prend pas de décision à la légère non plus. Ok. Et franchement, d'expérience maintenant, je vois aussi que les gens qui s'emballent trop vite, c'est souvent très mauvais signe. C'est-à-dire la réflexion, le fait de digérer ce qui s'est passé, ce que t'as entendu, de réécouter. Les mecs qui s'emballent, ah ouais mais mortel en fait, ouais c'est un tube et nanana, ça peut être cool. Moi je crois plutôt au fait de digérer les infos et d'y réfléchir. Et une semaine après, il a dit vas-y, let's go. Ok. On signe un EP et l'aventure avait commencé. Donc là, évidemment, avec ces 3 titres, on se dit que le single, c'est The Sun. All Inclusive. Ah ouais? Ah sérieux? T'as pas vu la patate sur... Non. Ah oui, bah c'est Mid, c'est l'oracle Mid, évidemment, il choisit toujours le mauvais single. Et l'oracle, n'hésitez pas à me demander, mes DM sont ouverts. Je choisis votre single. Ah ouais, d'accord. On choisit All Inclusive, on fait un clip pour All Inclusive. Clip qui deviendra un des médias cultes dans mon histoire de clip, tu vois. C'est le clip dans le bateau, sur non? le bateau, ouais. Ouais, bien sûr. Là, Et d'ailleurs, c'est tellement ça que maintenant il y a un effet Mandela, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est le clip de The Sun, alors que c'est pas du tout le clip de The Sun, c'est le clip de l'Inclusive. Exactement, ouais. Et puis en fait, ça sort, et pour tout vous dire, le début, la semaine de la sortie, le mois de la sortie, même l'année de la sortie, c'est bien, mais pas top. Tu parles de The Sun ou de l'EP? De The Sun, de l'EP, c'est cool, tu vois, ça se passe super, tout le monde aime cette musique, c'est sympa, les gens écoutent, je commence à tourner avec la team, etc. Mais c'est pas la folie, tu vois. En fait, le vrai pic de The Sun, ce sera 2 ans plus tard. Pourquoi il prend 2 ans plus tard? Bah, par l'oracle Core a parlé. Hein? Il est trop en avance. Ah. Oui, mais pourquoi 2 ans plus tard, les gens ils se sont dit ah mais ce son existe, ce son est bien. C'est quoi, c'est un TikTok? Non, il y a eu en fait qui de l'œuf ou la poule, tu vois, parce que sur Instagram, parce que sur Instagram c'est devenu un gros morceau Insta de l'été, quoi. Ouais. Donc est-ce que Instagram des gens l'ont mis et du coup, ou est-ce que vu que sur Instagram les gens tapaient des trucs sur le The Sun, ils ont trouvé ça et du coup mais ça me paraît un peu tordu. Je pense que c'est une alliance de plein de choses, quoi. C'est devenu un morceau un classique pour les gens, une sorte de morceau à écouter, quoi, qui leur rappelle des bons souvenirs. Et je pense qu'aussi l'album a aidé à repush, pour aussi te dire, parce que mon album est sorti du coup en 2021. Ouais, c'est ça, 2021, donc 4 ans plus tard. Donc je pense que ça a bien push aussi le... Voilà. Parce que dans ma tête, je me rappelle que t'étais en promo comme si ça faisait 2 mois qu'il était sorti, alors que ça faisait des années. D'ailleurs, tu te retrouves même à faire des télés avec, non? J'ai pas de conneries. Parce qu'en fait, vu qu'il y a eu les victoires de la musique... T'étais nommé? Ouais, et oui. C'est beau. Mais j'ai perdu. Oui, mais bon, qui c'est qui a gagné? C'était en Révélation et c'était un groupe qui s'appelle Terre Noire. Ouais, ok. Putain, mais quand même, c'est beau, frère. Révélation sur un titre qui est vieux, hein, qui est beaucoup plus vieux. Ouais, c'était Révélation sur le projet globalement. Donc on a joué The Sun parce que c'était un peu l'idée de jouer le morceau le plus connu. Mais ouais, en tout cas, le morceau a fait sa petite vie et continue à faire sa petite vie. C'est-à-dire que c'est pas rare que je bosse avec des producteurs, particulièrement des producteurs étrangers. En gros, c'est un de leurs morceaux de chevet, quoi. Ah non, mais vraiment, The Sun, c'est 95 millions. C'est oufissime pour un son club. Enfin, c'est peut-être ça le pire, c'est qu'il est même pas club. En fait, tu joues en club? Moi, je peux, parce que les gens sont contents de l'entendre. Mais de moins en moins, en fait, ça dépend. Quand je joue dans des trucs très pointus, non. Quand je jouais en plein air, en après-midi à Bordeaux, même s'il y a beaucoup de monde, c'est marrant de faire
Mais c'est un peu un petit événement dans mon set, tu vois. Ok, trop gaulerie. Donc, mais, tu vois, il y a quand même quelques pierres qui vont s'ajouter à ton jardin pour faire gonfler le nom Mid, en fait. C'est quelqu'un qui aime bien faire des rencontres inattendues, donc Core, producteur de rap de ouf. Bon, c'est le frérot, donc moi je serais pas objectif, mais c'est vrai, tu vois. Je pense. Mais tu fais un truc totalement incroyable, tu fais une rencontre, si je dis pas de conneries, à Cannes. Ah ouais, tu connais bien t'as bien taffé ton... Bah en fait, j'ai même pas révisé, je connais le frérot, donc je sais comment vous vous êtes rencontrés. Une personne vient vers toi, vous parlez, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, qui est cette personne ? C'est moi qui suis allé vers lui. Ah, c'est toi qui est allé vers lui ? Enfin, lui, il est venu sur mon dance floor. Voilà, c'est ok. Et en fait, pour vous la refaire, je vous refais l'anecdote, mais vous l'avez peut-être déjà entendu. En fait, je joue à Cannes pour une soirée de marque qui sont pas toujours les meilleures soirées. Là, c'était pour le coup, c'était pas la meilleure soirée. Ok. Et bref, un dance floor un peu moyen. Et en fait, je vois qu'il y a Squeezie sur le dance floor. Et je l'adore. Moi, je matais ses vidéos et tout. Il me faisait bien marrer. Et je me dis, ah, vas-y, faut que j'aille le voir parce que je sais qu'il était venu quelques mois avant au Bercy de Justice. Et que moi j'avais fait la première partie de Justice à Bercy. Et donc je me suis fait, ah putain, mais ça peut être marrant qu'on connecte. Et donc je suis allé voir, je fais, ah nanana, ça va. Et là, la blague, c'est que quand je vais voir Squeezie, je lui fais genre, salut, ça va, c'est moi qui suis en train de mixer. Et lui, il a un peu ses réflexes de gars famous. Il fait genre, ah ouais, mortel poteau. Et il se retourne comme ça. Et je fais, non, mais en fait, je suis Mid. Tu sais, je suis en train de mixer le Headbanger. Il me fait, ah putain, mais trop bien, nanana, cool mec et tout. Je pars. Et là, il y a son agent de l'époque. Et je l'ai déjà raconté, mais qui vient me voir, qui me fait Squeezie souhaiterait vous rencontrer la semaine prochaine à Paris. J'imite sa voix, non mais c'était une bonne manière, mais on me l'avait jamais faite, tu vois. Ah, je suis mort. Et il s'avère du coup que je suis venu à Webedia bouffer avec lui. Ah, c'était l'époque de Webed. Ok. Et on s'est trop bien entendu. C'est-à-dire instantanément, il y a ces gens que tu rencontres et en fait c'est genre discussion infinie. C'est-à-dire on peut s'asseoir et parler, blablabla. Et en fait moi j'avais des histoires de la musique, lui des histoires de YouTube, donc forcément le truc connecte. Et on se dit jamais qu'on va travailler ensemble. Enfin, travailler ou faire des choses. C'est-à-dire un peu, tu vois, je fais une musique pour Yoko, sa marque de fringues. Lui, de son côté, c'est tellement pas possible qu'on bosse ensemble. Je sais pas, mais on se l'est jamais dit, tu vois. Il y avait vraiment plus un truc d'amitié qui était d'ailleurs peut-être plus sain. Et en fait, lui, il bosse avec Keza à l'époque. Il bosse avec Keza sur son album. Et c'est assez tard dans le process que je rejoins l'aventure de son album. Vas-y, continue. Parce que je sais c'est quel morceau. Arrête-moi, j'ai pas révisé, hein, mais je sais que tu as taffé 3. Je suis prêt à jurer que tu as taffé sur ce son parce que je connais tes accords. C'est ça ? Ouais, j'ai une bonne anecdote sur ce son. Les verres sont servis, les filles sont sévères. Je laisse couler mes vies, car tout ce qui converse. C'est quoi l'anecdote que t'as ? C'est une anecdote sample. Oh, ok. Est-ce que vous aimez les anecdotes samples ? Oui, bah écoute. Tout le monde aime les anecdotes samples. Tout à fait. Vous reconnaissez ? Remets le son. Je veux plus jamais Alors ce son, est-ce que vous savez ce que c'est ? Attends, Est-ce que tu sais ce que c'est ? je l'ai. Je crois que je l'ai. C'est un son na 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 na. Ça a été na, utilisé na. là-dedans, mais c'est un son à la base Ah, ok. d'un truc qui s'appelle Champion Sound, qui est un truc de funk, un classique de funk. Je vais te le trouver. Parce que pour moi, le truc, c'est. Comment il s'appelle là ? Gangsta Paradise. Non. Non, ça, c'est autre chose, non, parce que c'est Hot Stepa. Oh, c'était pas. Et il est dans l'intro de ce titre. Ouais, et donc en fait, il faut savoir que ce son c'est un gros sample que moi j'ai pris dans un pack de samples parce que je le trouvais marrant et de le foutre dans ce son avec Squeezie. En fait, aujourd'hui, il y a des sociétés qui utilisent des algorithmes et qui attendent que ton son atteigne un certain nombre de streams. Donc à mon avis, là, ça devait être dans les 5 millions. Et qui t'appellent et qui font « Allô, vous avez utilisé un sample sans notre autorisation. » C'est exactement ce qui s'est passé sur Servi. Moi, j'avais aucune idée. Enfin, je me suis dit que c'était un truc de MPC, d'un pack de MPC. Je m'étais jamais dit ça. Et donc, on a dû leur donner des droits. Incroyable cette histoire. Frère, on dirait, c'est un micro-sample. Même sur ça, mais c'est reconnaissable de ouf en fait. C'est un des sons. Donc, faut faire attention parce qu'aujourd'hui, dans la triangulation des samples, entre eux, on s'en bat les couilles, entre eux, on l'utilise quand même, ou on le paye ou pas. Il y a aussi maintenant l'IA qui en fait scanne tout Internet avec tous les morceaux et qui font genre Ah, ça c'est reconnaît. Coucou. Et donc voilà ce qui s'est passé sur ce son. Donc, on fait l'album de Squeezie, excusez-moi pour la digression. On fait l'album et franchement, c'est trop bien quoi. Enfin, on va au Japon, on loue un énorme Airbnb
Airbnb, on fait plein de musique. Et avec Squeezie, en fait, c'est encore une relation de travail parce que c'est même Sam Tiba qui bosse plus que moi sur l'album. Moi, je suis plus... c'est vraiment le moment de ma sortie d'album, etc. C'est en quelle année, ça? Ça, c'est 2020. Ah voilà, donc moi, je suis en pleine campagne album. C'est tous mes singles qui sortent, etc. Donc, je suis plus concentré sur ma carrière solo. Normal. Et donc, j'interviens, je viens au Japon quand même. Franchement, on se marre beaucoup. Et en fait, notre amitié, elle devient vraiment énorme, quoi. Enfin, c'est au-delà de ça. Il y a même ce truc, si vous avez vu le docu sur Squeezie, il y a tout le truc qu'on lui apprenne à ce que c'est la musique électronique, la teuf. Et c'était mortel, quoi. C'était génial, quoi. Ouais, de ouf. Et même en termes de taf, ça va plus loin qu'un projet parce qu'il y a quand même un truc qui va plus loin, c'est il t'amène sur son terrain à lui. Parce que là, finalement, tu l'amènes sur la musique, ça reste ton terrain. Et lui t'amène, il te dit, tiens, il y a une idée de vidéo. À ce moment-là, il sait pas, et tu ne sais pas, personne ne sait que cette vidéo va avoir un impact de ouf parce que ça va au-delà que d'une vidéo YouTube. C'est le fameux concept où on fait un son des années 2000. Toi, comment t'as été contacté et comment... En fait, c'est là où c'est la vraie vie, c'est-à-dire on est en vacances à Marseille et on passait l'été là-bas et pendant qu'on parle, il nous dit j'ai une idée, faut qu'on fasse ça, quoi. Et là les idées fusent et nanana et on commence à en parler et tout. Et quelques mois plus tard, du coup vu que c'était en novembre, il nous dit vas-y let's go, c'est bon, on fait le truc. Ça va être comme ça. Après, c'est lui le pro des vidéos. Ouais. Et moi, je m'étais toujours dit que le YouTube Game, j'y allais. Et globalement, c'est ce que je fais pour tout. C'est-à-dire que si ça a un rapport avec la musique, c'est quand même... J'ai fait un petit écart en allant faire la vidéo avec Mehdi Maizi et... Quoique c'était Mehdi Maizi, mais on a fait un truc de... Ouais, je l'ai vu, sur la chaîne de Lucas. Non, ouais, sur la chaîne de Lucas. Ouais, je l'ai vu. Bref, en tout cas, et donc il me dit, vas-y, let's go, ça va être comme ça. Et donc on commence, c'est encore mieux parce qu'en fait là, on me laisse juste, il y a un cadre et j'ai juste à penser à des conneries, c'est-à-dire ce que je fais déjà, moi aussi dans mon projet solo, c'est-à-dire trouver des idées originales et marrantes de trucs. Et là, c'est genre, mais comment on va faire pour faire que l'équipe d'en face, on les défonce, donc tu sais, genre l'idée des mariachis, l'idée des enceintes en gâteau, incroyable, ça c'est incroyable. Et en plus, faut faire un son, donc génial, quoi. Ouais, prenez la DA de Ozone un peu, donc un peu house roumaine. Ouais, pas qu'un peu. Ouais, c'est littéralement le truc, tu vois. Alors, il y a un truc paradoxal dans cette histoire. La vidéo est ancienne, donc j'ai le droit de spoil. Vous perdez. Ouais. Vous perdez. Et en fait, le truc de fou, personne ne le sait à ce moment-là, mais c'est ce titre-là qui prend, en fait. Donc la seule personne qui le savait, le motif. Ouais, et même le motif, je l'ai eu en live, il en a parlé. Il a dit que lui-même, il était en mode stun, il était light, en mode vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas encore au courant de ce que vous avez fait. C'est exactement ce qui m'a dit. En fait, c'est vraiment la vidéo, donc imaginez, ça fait déjà, je sais plus combien de temps on a, c'est 3 jours, c'est ça? Ouais, 3 jours. On fait la vidéo, on est surexcité, nanana, c'est vraiment n'importe quoi, que des jokes, que des trucs, on est à fond à 100%. Vraiment, Rimka, juge le son, il fait gagner l'autre équipe. Là, la caméra se coupe, c'est genre, mais mortel, nanana, cool, bravo à tous et tout. Et là, il y a vraiment le motif qui vient nous voir, qui fait, bon, les gars, franchement, je pense que vous vous rendez pas compte du hit que vous avez là. Et nous, je sais pas, on est un peu excités par la vie, tu vois, on fait genre, ouais, mortel, et puis on part sur autre chose, tu vois. On va quand même se le mettre un peu. Ah ouais, s'il vous plaît. Mais franchement, il l'avait fait écouter, le frérot, les deux. Moi, je veux dire la vérité, j'ai dit que vous êtes tellement fait éclater par l'autre son. mais la tête d'homme, il était bien, mais franchement, j'ai pas vu le truc aussi. C'est une déflagration. Les vues, c'est n'importe quoi. Le clip, c'est n'importe quoi. T'es sur Énergie. Ouais. 12 fois jour. T'as bossé avec tu vois, il y a Kanye West qui a collaboré avec toi. Des tournées Kanye West. Dans le monde entier. Et Will.i.am, il a pas voulu de The Sun. Et là, tu vois, The Sun, etc. Et finalement, c'est ce son et cette vidéo te rend beaucoup plus populaire dans le pays. Je pense pas me tromper quand je dis ça, tu vois. Et est-ce que il y a forcément eu un avant et un après? Ouais. On peut dire ça. C'est évidemment qu'il y a eu un avant et un après. Évidemment que ça a eu une importance. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, justement, vu que c'est une génération qui a écouté ce morceau, il y a un truc où tu as l'impression qu'un peu, et vu que ça dure moins qu'un morceau, comme un The Sun par exemple. Ouais, de ouf. Un The Sun, en fait, c'est comme si les générations se passaient le relais. Le Time, il est ancré dans son époque et tu vois, on s'éloigne de lui, tu vois. Parce que j'ai pas l'impression, il faut regarder les courbes de stream, tu vois. Justement. Et diamant dans très peu de temps. Et diamant... Mais je pense qu'on est déjà diamant, je pense qu'on l'a déjà reçu. Ah ouais? Non, je dis n'importe quoi. Peut-être, parce que là, il a 46 millions sur Spotify. Donc si tu prends que la France,
Premium et toutes les plateformes confondues, il y a moyen que vous ayez dépassé le 50, je pense. Et Docteur Stream, s'il vous plaît. Ouais. TED Talk sur les streams. Ah ouais. Non, mais c'est blague à part. Ce qui est marrant sur celui-là, c'est ouais, c'est pareil, c'est encore un accident, tu vois. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que la musique, à un moment, il y a une expression qui dit que même une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir 2 bonnes chances dans ta vie, tu vois. Mm. Un peu par hasard, tu vois. Ouais. Genre un peu genre, bon, t'es pas chaud, mais bon, par hasard, t'arrives à claquer 2 trucs. Maintenant, quand ça commence à se répéter, franchement, ça fait du bien, quoi. Ouais. Et c'est peut-être là que je vais te dire que ça m'a fait du bien. C'est qu'il y a plusieurs choses dans l'histoire de Time Time. Il y a ce morceau, évidemment, qui a un succès. Mais il y a aussi le fait d'aller dans le YouTube game en tant que... Comme tu dis, moi, je venais de The Sun, de Headbanger, Kanye, ou... Enfin, je sais pas, on peut faire du name dropping. Ouais, du rap français, voilà. Quoi, Mais aussi. de trucs, il n'y avait pas trop d'écart Mm. dans ce truc. C'est vrai. Et il y a des gens qui ont pu me dire à un moment, mais mec, qu'est-ce que tu vas aller foutre dans le YouTube game, à aller te frotter à ces gens-là? Mais t'avais peur de ça? Enfin, est-ce que, pas peur, parce que je te connais, t'es pas comme ça, mais est-ce que tu t'es dit, putain, pour quelqu'un qui suit un peu du monde un peu hype, faire un truc ultra popu YouTube? Bah, qu'est-ce que ça raconte? Et oui, je me suis posé la question. Mm. Et la personne dit de le faire à 100%, qui a validé le fait que je le fasse, c'est Pedro Winter. Ok. Et c'est là la belle histoire. C'est-à-dire que c'est lui le prince, on va dire le roi de la hype française, Oui, et c'est vrai. peut-être mondiale, hein, peut-être, tu vois, dans son aura de sa carrière et de ce qu'il fait, de ce qu'il représente. Et en fait, quand je suis allé le voir, il m'a dit le meilleur truc. Il m'a dit, ce que tu fais, c'est naturel. C'est-à-dire, Squeezie, c'est vraiment ton pote. Tu vas faire de la musique, c'est ce que tu sais faire. Et faire un truc en mode joke, référence années 2000, franchement, les jokes, t'en fais. Donc déjà, tu fais pas un truc qui ne te ressemble pas. Ouais. Et il a dit deuxième chose, et c'est très important, c'est n'oublie pas que tes succès, les gens s'en souviennent, et tes flops, franchement, ça disparaît. Ça, c'est ouf, hein. C'est une belle phrase à retenir, ça. Il m'a dit dans ma carrière, et il m'a cité quelques trucs que je vais pas citer parce qu'on n'est pas là pour highlight des trucs de merde, Mm. mais il m'a dit, tu te souviens quand j'ai fait ça avec machin? Je fais, je savais même pas que t'avais fait ça avec machin. Il me fait, bah tu vois. En gros, ce qu'il essaie de te dire, c'est que si jamais ça le fait pas, ce sera oublié, quoi. Ouais, il m'a dit, t'auras fait un truc naturel qui a flop. Bon bah c'est pas grave mec, c'est pas la mort. Et puis et il avait raison. En vrai, Et ma deuxième anecdote sur Time Time qui est excellente pour dire justement quand tu me parles de la, en fait c'est l'erreur de penser la hype versus la hype. C'est que la personne qui m'a... Mais je l'ai déjà raconté, je sais pas si tu l'as déjà entendu cette histoire de fou. Dis-moi. Ah mais si, elle est dans... C'est pas Squeezie qui l'a raconté quelque part. Je suis dans Montmartre du coup, et je croise Guy Manuel des Daft Punk. Évidemment. Et qui est là à une terrasse de café. Et il me dit, putain mec, félicitations pour le morceau, franchement il défonce. Hein. Mes enfants ils l'écoutent tout le temps. Toi, tu pensais qu'il parlait de The Sun, j'imagine. Évidemment. Et je fais, attends, on parle de quel morceau? Il me fait, bah Time Time, là c'est ouf quand même. Hein. Il est génial le morceau. Wesh. Le gars, il se lève le matin, il fait des hits. Donc, Ça, par contre, c'est vraiment une dinguerie de fou. c'est la vie de la musique, tu vois. Mm. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Time Time. C'est un truc qui est décloisonné, où c'est que du fun. Où en fait, et c'est ce qui marche là-dedans, c'est qu'on est tous genre tellement sincères dans le truc. C'est-à-dire que c'est vraiment peut-être un des projets de ma vie où il y a zéro limite. Il n'y a pas le « Ah ouais, mais peut-être qu'en fait... Bah, frérot, il y a zéro limite. Tu vois comment t'es habillé dans le clip, tu vois les trucs des extraterrestres, tu chantes en roumain. Ah ouais, et puis... Y a rien de. Là, on voit qu'il y a vraiment aucune limite quand Ouais, tu il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a commencé le titre, Lucas, il faisait la voix aiguë. Ah, ok. Et moi, je faisais la voix grave. Et à un moment, je lui fais, ah non, mais il faut que ce soit plus abusé et tout. Et moi, j'ai une voix, genre, je peux avoir une voix de tête, genre, bah, on l'entend dans les morceaux à moi. Et vraiment, je lui fais la voix de tête. Et tu sais, on fait genre, ah ouais, mais c'est ouf. Et donc, on part là-dessus. Et tout était que ça, genre, tout ce qu'on pouvait quand on pouvait pousser les curseurs à l'extrême, on poussait les curseurs à l'extrême. Et je pense que ce titre, franchement, il doit y avoir des listes dans les Insta et les TikTok de producteurs, des listes pour faire un bon hit, tu vois, il faut ça. Je pense que franchement, il doit cocher toutes les cases, quoi. Ouais, de ouf. En termes de manière de faire les mélos, les lyrics, le fait que les trucs se répètent, etc., le format. Mais oui, il est magique. Est-ce qu'en dépendamment du délire, etc., est-ce que c'est le titre qui. Voilà, je vais parler un peu plus concret. Est-ce que c'est le titre qui t'a le plus généré? Non. Malgré la radio, tout ça? Ouais. Je te parle de SACEM pur, je te parle pas de show, derrière si tu rajoutes les shows, etc. De SACEM pur, faudrait vérifier, mais je pense pas. Pour toi, c'est quoi? C'est The Sun? Ça doit être The Sun, ça doit être... j'ai fait une BO de film qui passe beaucoup, le film passe beaucoup, un film qui s'appelle Petit Paysan, Ok. qui passe beaucoup, et peut-être que les SCH, au final, d'une certaine manière, un Champs-Élysées rapporte plus. Sur le temps? Ouais, parce qu'il y a aussi les shows, etc. Donc je pense, faudrait appeler la SACEM. D'accord.
Ouais, je pense. Putain, c'est ça, par contre, pour le coup... Ouais, bah, Je pense, hein, je vous le garantis pas à 100%. Non, mais de toute façon... Faudrait appeler Nuno. Nuno le boss. Être spécialement en radio ne veut pas forcément dire que ta vie change. C'est forcément cool, c'est bien, ça génère, surtout quand tu es sur une radio comme Énergie, qui avec beaucoup de passages. Tu as eu quoi Il y a eu 12 passages, genre, je sais que c'est monté à 12. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais fait un live dans mon studio à l'époque, avec Énergie, tout ça. C'était super. Ouais, vu d'en haut, ça avait l'air d'être super, mais... À cette époque-là, globalement, c'était marrant. Enfin, tu sais, globalement, quand tu t'ennuies pas dans ton travail, peu importe le travail, t'es assez happy, hein. Franchement, le vrai truc, ça pourrait être de s'ennuyer. Et c'est d'autant plus dans la musique, c'est un moment où il faut quand même se marrer. Et ça, et le time. En fait, est-ce que j'aurais été aussi fou dans Time, parle fou à tous les niveaux, si j'avais pas derrière ce que je faisais à côté, en me disant ouais c'est bon, de toute façon à côté j'ai le truc, tout roule. Est-ce que j'aurais pas fait genre ah ouais mais en fait est-ce que les gens ils vont pas penser que nanana. Je sais pas, en fait quand je regarde même la vidéo de prod, c'est n'importe quoi. Ouais, je me rappelle, la vidéo je l'avais vu, je crois que ça... Non mais c'est n'importe quoi, en fait, tout c'est n'importe quoi. En fait je vois les deux équipes, tellement drôle, ça n'a tellement rien à voir, tu vois. C'est ça le truc de ouf, je me dis, mais c'est ça aussi qui donne la magie du... Ouais, mais c'est ça qui est trop bien. Et je sais pas, genre j'étais surexcité par le projet et tout, comme on était tous. Je sais pas, il y a quand même un moment où je cours avec une perceuse dans la main, cul nu. Je sais plus c'est Masqué. Ah, mais c'est Masqué qui m'a parlé de ça. Autour de tout ça, donc en ce moment, tu continues quand même à défendre un peu ton projet, etc. Ça se conclut par un Olympia. Ouais, d'une certaine manière. Tu vois, j'étais invité, c'était incroyable. Enfin, tu m'avais invité. Donc je sais que c'était... je crois qu'il y avait une intro avec un magicien. Finalement, il prend quelqu'un du public, le mec du public. Bah, en fait, c'est toi qui monte. Tu commences le show avec un côté un peu librairie, je crois, de tête. Bah, frère, voir ton nom en rouge, ça va faire quelque chose, non? Ah bah ouais, bien sûr. Non, c'est des moments exceptionnels, quoi. Franchement, un Olympia, c'est vraiment le truc pour un musicien, c'est une étape ultra importante. Après, c'est des moments, pour être tout à fait honnête, qui sont genre tellement stressants. Enfin, je veux dire stressant. Tu l'as pas, la prépa, c'était relou? Pas la prépa, mais t'es conscient. Enfin, je veux pas dire stressant, moi je dis jamais stressant parce que je le vis pas comme un... Enfin, je sais pas, on dit la pression, tu vois, comme si t'avais un truc qui te pressait. Je dirais plutôt un concentré, tu vois. T'es tellement concentré qu'il y a un truc où tu veux baiser le truc, quoi. En termes d'énergie, ce que tu dis, quand tu parles, quand tu chantes, faut que ce soit carré, quoi. Et donc t'es un peu là-dessus. Et tous les gros événements que j'ai pu faire ou ce genre de choses, c'était assez là-dedans, quoi. Tu vois, dans la concentration, donc c'était ouf. Avoir son nom sur l'Olympia, c'est ouf. Mec, c'est une dinguerie. Et en même temps, ça tue, quoi. Enfin, c'est vrai, ça tue. Est-ce que tu t'es dit, faut que je fasse un The Sun 2? Non. T'as pas eu de pression du follow-up, comme le fameux follow-up de discipline, justement? Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir choisi des équipes de travail, qui est une petite équipe, hein, qui est beaucoup plus petite qu'une époque avec Club Cheval, bizarrement. Qui est beaucoup plus petite et qui est bien plus adaptée à mon projet. Il y a personne qui va me dire la connerie de dire il faudrait que tu refasses un The Sun. Déjà, un The Sun, qu'est-ce que c'est un The Sun? Même toi, t'arrives pas à décrire ce que c'est comme style de musique, tu vois, donc... C'est un son, pour moi, c'est un son californien. C'est un son de French Touch. Mais qu'est-ce que la French Touch? C'est aussi tout le truc parce que French Touch, ça peut être autant des titres comme The Sun ou Stardust. Tu vois un peu, c'est des couleurs qui peuvent se toucher. Autant que ça peut être un Water of Nazareth de Justice qui est aux antipodes. Exactement. Donc la French Touch ne veut rien dire de spécial ce soir. Enfin, rien dire de spécial. Non, donc... Rien dire de spécial. Mais je sais pas, peut-être que t'avais ce truc-là de dire... mais c'est bien, t'es toujours chez Headbanger? Bien sûr. Voilà, c'est que au final, tu m'as dit que t'as signé pour un EP qui est sorti, donc Après, j'ai signé pour un album, j'ai sorti un album. Les singles, ça s'est super bien passé aussi. Peu de choses comparables à The Sun, mais il y a des morceaux qui, en tout cas, ont des morceaux comme Together We Stand, qui ont fait aussi la différence. Avec Mac DeMarco, Moving Man... En tout cas, l'histoire de ces morceaux, était... Le fait qu'il y avait des singles, et il y a des choses qui m'ont un peu aussi permis de passer à autre chose. C'est-à-dire, c'est pas comme si après c'était le désert. Donc, je suis bien content de cette suite, de cet album. L'album très très bien passé. Ensuite, j'ai tourné en live, du coup, avec l'Olympia et une grosse tournée un peu partout. Et puis ensuite, j'ai tourné en DJ. Et le truc de... Tu m'expliques l'histoire du drapeau de l'Algérie. Alors, l'histoire du drapeau de l'Algérie, on peut montrer quand même. Bon. Ouais. Je pense que c'est votre plus grand représentant, ce monsieur de Lille. Hein. Together We Stand. Together. Merde, mais de quoi il parle? Il parle du drapeau de l'Algérie, ce
Pourquoi le drapeau de l'Algérie là? Alors pourquoi le drapeau de l'Algérie? En fait donc le clip pour vous la faire en 2 secondes c'est genre je suis à Los Angeles, je danse devant des caméras qui filment que des clichés des US, donc bagnoles de flics, des motels, une TikTok house, tu vois, que des gens où il y a que des gens trop stylés qui essaient de danser et moi je fais une choré beaucoup plus bizarre devant et la caméra elle fait que s'enfuir, tu vois. Elle fait que là, elle filme la meuf, moi je débarque derrière, etc. Et tout se passe dans un truc très très ricain, quoi. C'est-à-dire, c'est Los Angeles puissance 10 000, quoi. Et c'est même le cliché de Los Angeles. Et on s'est dit, putain, ce serait marrant que. Donc, quand la voiture elle passe, que le mec tienne un drapeau, quoi, pour montrer la différence. Et au début, on s'était dit, ça devait être un drapeau mid ou un truc comme ça. Et on s'est dit, vas-y, en fait, qu'est-ce qu'il y a toujours comme drapeau que les gens montrent? C'est soit un drapeau breton, soit un drapeau algérien. Vrai ou pas vrai? Ouais, moi je vois surtout beaucoup de drapeaux algériens. Et on s'est dit, vas-y, ce serait excellent qu'à LA, en fait, la voiture qui me conduise, ce soit un drapeau algérien. C'était juste un hoax, une espèce d'easter egg un peu fun. Voilà. Bah, la vérité, moi ça m'a régalé. Voilà. C'est pour ça que je me suis encore rappelé du truc. Je me suis dit, mais franchement, de toute façon, je crois que je t'avais envoyé un message. Je t'ai dit, mais mec, t'es un ouf, j'aime trop. Non, t'as déjà tourné en Afrique? J'ai jamais tourné en Afrique. De tout le continent? Si, j'ai tourné. Si, quand même. J'ai fait l'Égypte. Ok. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Ok. Et puis, t'as jamais fait le Maroc? Non, j'ai Pourtant, jamais joué au Maroc. Pourtant, il y a. Enfin, cette musique-là, elle est consommée. Si, j'ai joué à Darla. Darla. Ouais. C'était ouf. Désert? Ouais. Ok. C'était génial. Mec, Darla, c'est trop une dinguerie. Et ouais, c'était ouf. De toute façon, toutes les dates en Afrique étaient vraiment incroyables. Et d'ailleurs, le truc de ouf que tu me disais, c'est qu'à l'époque, genre, je refais un pont avec Corb, mais quand tu l'as connu, apparemment, le titre que tu avais retenu de lui, c'était Khaled Magic System. Ah. Que tu surkiffais le son de ouf, etc. Ouais, parce que quand la première date DJ que j'ai faite à l'étranger, on m'a invité à Londres pour jouer avec des mecs qui étaient d'une communauté afro. Et les mecs j'arrive dans le club et ils jouent Khaled Magic System. Et en fait, ça me fait un pont des styles dans ma tête. C'est-à-dire, les mecs avec qui je jouais, c'était vraiment les mecs cool et tout. Là, ils jouaient ce son qui sonnait tellement fat dans le club. Et j'ai pété un câble. Ah, il sonnait de ouf. Ah bah ouais, il sonnait fat. Hein. Ah ouais, mes frères. Et donc, quand je suis rentré, j'ai parlé au Club Cheval à l'époque en disant putain, mais il est ouf le titre et tout. Et c'est aussi ça qui nous a un peu poussé à aller le voir en disant ouais, mais ça sonne trop fat, il faut que ce soit ça. Et il y avait ce truc un peu club aussi dedans. Ouais, de ouf. Ah ouais, bien sûr. sûr. Mais ça c'est clair. Et sur quoi en ce moment? Puis sur quoi? Je suis sur un nouvel album. Ouais. Voilà. En plus, t'inquiète pas, je vais pas te demander de snippet, mais. Non. Qu'est-ce que, après avoir fait un titre qui est. On peut parler d'un titre connu quasiment sur tous les continents. On parle de The Sun. D'une certaine manière. Tu vois, d'avoir un titre qui t'a fait, en tout cas, fait le tour du monde. C'est quoi là? Comment tu re-rentres en studio après avoir fait des scènes, tournées band, tournées DJ? C'est quoi l'énergie? Mais justement, c'est ça le. C'est-à-dire que si on le voit avec le temps, c'est vraiment. Alors il y avait The Sun et maintenant, tu vois. Moi, dis-toi que The Sun, il est sorti en 2017. Que depuis, il s'est passé Time, il s'est passé mon album, il s'est passé Together We Stand. On a shooté des clips, beaucoup de collaborations, des projets pour les uns, pour les autres, beaucoup de temps en studio. Donc en fait, il s'est passé énormément de trucs. Donc comment je retourne avec l'envie d'être en studio déjà, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas passé du temps en studio à avoir le champ libre de raconter ce que j'avais à raconter. Aussi plein de musique que j'ai écouté parce que j'ai tourné beaucoup. Genre du coup en DJ, je sais pas, j'ai écouté de la musique, j'ai vu plein de DJ, j'ai passé plein de trucs. Donc je reviens assez excité en fait. Et surtout, alors est-ce que du coup c'est dû à The Sun, à l'album, etc. Mais c'est que tu vois en termes de notoriété, il y a eu forcément des creux, mais il y a pas eu un truc de pas retomber trop bas. Donc en fait, il y a encore un truc où je peux aller, genre quand je vais jouer là en club ou en festival, j'ai pas l'impression d'être le vieux de The Sun de 2017. Ouais, de ouf. Vu qu'il s'est passé des trucs, il y a toujours un truc d'excitation et j'ai pas la pression de me dire ah putain, si je claque pas un hit, ma carrière est foutue. Non, faut même pas penser comme ça en plus. Donc j'ai quasiment terminé le disque. Trop bien. Corps a entendu. Ok. Bah, c'est dans mes premiers, voilà. C'est l'oracle Corps. Laisse-le choisir le single cette fois-ci. Ouais. Alors, si je peux spoiler un truc, il m'a dit ah oui trop bien, c'est de la musique de. Attends, il m'a dit un vraiment très bon truc. Il m'a dit ton album de. Ah putain, je vois là-bas. Maintenant. Scorsese. Ah non, pas trop pas. Trop pas, un mec qui filme que des trucs symétriques et colorés, un truc très TikTok. Vous allez le trouver dans le chat. Tarantino. Non, beaucoup plus sucré, beaucoup plus. Tim Burton. Non. Wes Anderson, voilà, merci. Vas-y. Tu vois, Wes Anderson, c'est des trucs très colorés et tout. Donc, il m'a dit ouais, ton album Wes Anderson là. Je trouvais ça cool. Mais c'est un compliment de base. Ouais, je pense qu'il a kiffé. Je pense qu'il a vraiment kiffé. Il m'a donné des conseils pertinents. Il a même fait une top line sur un titre. Je savais même pas. Et bah, je te le dis, c'est notre petit secret. Ouais. Je savais carrément, là, tu me l'apprends. Ok.
y a moyen de l'écouter. Pas là, mais. Pas là, après. mais je te ferai écouter, Ouais, bien sûr. direct. Non, donc j'ai grave avancé et l'idée, en fait, c'est là, je vais refaire un nouveau live. Ok. Ça sera bien différent du premier. Et c'est tourné l'année prochaine, festival et de retour, quoi. Là, c'est qui? Parce que c'est qui les mecs à écouter en dehors de Mid, un peu là dans cette scène, un peu club, en gros dans la musique que tu fais? Parce que je sais qu'il y a que beaucoup de gens qui écoutent du rap qui sont pas forcément Alors, amateurs. dans les gens qui vont sortir des disques très bientôt, là, Bon, ok. alors il y a Jamie XX va sortir un nouveau, c'est le mec de The XX, tu vois si ça te parle. Non. The XX c'est un groupe anglais où c'est genre un trio où il c'est plutôt des grattes et des batteries et lui fait de la musique électronique à base de samples. Ok. Ça défonce. Alors, Jamie XX, je vous le conseille. Il y a Caribou qui est un Canadien qui est très très fort aussi, qui est en train de sortir son projet. Il y a Floating Points qui est en train de sortir, qui vient de sortir un projet qui est génial. On parle que de musique club, un peu up tempo. Moi c'est ceux que j'aime en ce moment, quoi. Ok. C'est ceux que t'écoutes. Et en rap français, t'écoutes des trucs encore aujourd'hui? En rap français, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un truc en me disant vas-y, je sais pas, je me suis pas pris de. Sauf si peut-être tu vas me dire genre ah mais ça Non, tu non, l'as non, tu l'as moi, bien moi je dis écouté. plus rien parce qu'une fois j'ai. Frère, en plus, j'en parlais juste avant que t'arrives. J'ai dit une fois, j'ai dit un avis sur un truc. Tous les mois, la vidéo elle ressort. Donc je ne dis plus mon avis sur ça. Je l'ai déjà donné. Moi je vais te dire le dernier truc que j'ai trop aimé, c'était fait par Awa, c'était Didi Trick. C'est bien. J'adorais, je comprends pas. Il est où là? Dis-moi. Il fait encore de la musique, hein. Mais il est plus avec nous. Et il fait encore de la musique. D'ailleurs, genre, c'est son single d'or de Chien de la Casse. Bah c'était Tu te super. rappelles de Chien de la Casse? Comment il s'appelle? Son West Coast. Ouais, c'était super. Sinon en rap français, non pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas eu particulièrement le temps ni l'envie. Je t'avoue que quand je fais des disques et là du coup ça fait 8 mois que je suis dessus, j'essaie de pas non plus écouter trop de musique. En Ouais, fait t'es ok. trop dans la mode actuelle, là où il faut faire de la zik, t'es un peu trop genre ah merde lui il a fait ça donc du coup je peux pas faire ça, ou alors ah lui il a fait ça mais c'est une bonne idée, faudrait que je fasse ce titre là comme ça. Et je t'avoue que je préfère faire de la musique justement, quitte à ce qu'elle mette 3 ans à devenir famous, je préfère faire de la zik un peu plus intemporelle et je suis très influençable forcément. Ah, mais en plus, The Sun, c'est trop le meilleur exemple. Ouais, le C'est un The titre qui a Sun. pris longtemps, tu vois. Il est un peu intemporel parce qu'il a pris après. Ouais, il a surtout. Bah enfin, c'est il a- ça, c'est pour il ça a que... Et je trouve que... Et c'est comme ça que j'aime faire de la musique, et c'est comme ça que j'aimerais écouter mes titres, tu vois, en me disant genre, ah putain, c'est marrant, quoi, il fait pas... Enfin, c'est ni faire vieux, ni nouveau, ni moderne, c'est genre, tu fais, ah, il est juste bien. Ok. Non, mais c'est vrai, t'as raison, honnêtement. C'est mieux de faire de la musique comme ça, en tout cas, c'est beaucoup plus sain et t'as pas la pression d'un label, t'as pas la pression de la nouvelle tendance qui se fait, tu vois, parce qu'il y a une nouvelle trend musicale qui sort Bien sûr. tout le temps. T'as eu une trend, toi, sur The Sun ou pas? T'en as vu une ou pas? Je sais pas. C'est-à-dire... Une trend, tu sais, c'est quand il y a un bout du son que plein de. Ah, sur TikTok. Ouais, sur TikTok, je te parle. Ah, pardon, je sais ce que c'est, du coup, une trend. Oui, bah, je sais pas, je me suis dit. Hein? Je suis en train de m'expliquer une trend TikTok. Oui, Tu vois, TikTok, le réseau social, là. c'est les réseaux sociaux. Celle Bah, qui scroll. en plus, t'es bon dessus, je comprends même pas pourquoi je t'ai posé la J'ai question. pas eu de trend TikTok dessus, non. En fait, Je sais ça. c'est assez marrant. The Sun a pas eu de synchro, donc n'a été dans aucune pub. Hein? Dans aucun jeu vidéo. Et aucun sample n'a jamais été samplé et n'a jamais eu de trend. Ouais. Ah, donc tout ça, c'est full natif, t'as eu aucun boost. En fait, ça, c'est un son qui a eu aucun boost. Mais si, après, il y a pas eu des créateurs de contenu qui ont repost le son sur Insta, genre des gros. Je sais pas, moi j'ai un truc au hasard, Lena Situation, qui dit, bah, je sais pas, tu vois. Non, pas de. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un truc où ça a switché. Ça dit FIFA. Non, t'as jamais été sur FIFA, rassure-moi. Non, Non. je le saurais, hein. Je le saurais. Eh oui, ah ouais, d'accord. Ils sont peut-être sur GTA 6. J'ai signé des NDA. Ah. En tout cas, je pense que GTA 6, en plus, c'est à Miami. Il y a le son The Sun, tu roules dessus. Nanana. Je pense que ce serait lourd. Ce serait super. En tout cas, Si jamais j'avais rencontré la team Rockstar aux Oui. États-Unis en y allant, C'est vrai. ça aurait été Et c'est- incroyable. ouais, Mais c'est si vrai. j'avais été, j'aurais signé une NDA qui fait que j'ai pas le droit de bah le oui, dire. et en plus, comme tu y vas souvent, il y a c'est vrai que ça aurait pu être possible comme tu y vas souvent. Ça aurait pu être possible. Ça aurait pu être possible parce que tu y vas souvent. Tu Ouais, vois. j'y vais souvent à New York. Regardez, donc imaginez sur les rues de Miami, t'as ce son-là. Moi perso, hein. On verra, les amis. Arrête du Croisez- jeu. T'es un gars qui joue aux jeux vidéo? Ouais, je suis en train de me refaire Red Dead 2. Ah ouais, t'es dans ça. Moi, je suis aussi un gars du jeu lent. Ah ouais, t'es dans ça. J'aime. Ouais. Écoutez. Farmer, t'es un mec qui t'aimes bien faire des jeux de Ouais, farmer un peu. je me promène, je fais des trucs. Par exemple, si vous me voyez en tournée dans un aéroport, tu vois, vous voyez sur un laptop, je ne suis pas en train de composer le nouveau The Sun. Je suis en train de jouer à City Skyline. Ah ok. Oh. J'adore City Skyline. Et j'avais beaucoup joué à Warzone aussi, mais la vie a fait que j'ai une vie, donc j'ai arrêté de Ouais, jouer. non, Warzone. C'était super. Pendant le Covid, ça a vraiment créé des bêtes d'amitié, tu vois. Ouais, en plus, c'est bien. En plus, ce qui est ouf, c'est que Red Dead, c'est un jeu Rockstar. Je trouve ça fou que tu joues beaucoup Eh. à ce jeu-là. Et
Moi, je trouve. Peut-être que c'est parce que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait peut-être remettre dans le jeu. Tu vois. Ouais, de ouf. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Warzone a carré le Covid. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. je pense que c'est le jeu vidéo du Covid, hein, presque. J'ai une excellente histoire sur Warzone. Vas-y. Donc, quand on jouait à Warzone, donc en fait, t'es 4 par équipe, et donc quand pendant le Covid, il manquait quelqu'un sur une équipe, tu ramenais un pote à toi random, tu vois. Ouais. Et en fait, on a rencontré comme ça le DA des Jeux Olympiques. Oh, arrête! Si, on est devenus super amis. Donc le DA des Jeux Olympiques, là celui qui a créé les friges et tout, un mec qui s'appelle Joachim Ronsin, Ouais. c'est lui qui a créé... Ah oui, Il est où? J'ai fait une faute de zinzin. Vas-y. Et du coup, c'est comme ça que tu rencontres? Et c'est comme... Non, c'est pas grâce à ça que j'ai fait les JO, mais bah, quoique peut-être que ça a joué. Hein. Il est où je retrouve pas la vidéo. Je sais pas si elle est sur YouTube. C'est la de fermeture, hein, c'est ça? Ah, les meilleurs moments des Jeux Paralympiques, ouais. Non, c'est ouverture des Paralympiques. Ouais, best of cérémonie, je pense qu'on va me voir. Et regarde. Mec. Et c'est quoi Mec. Qui vont bientôt parader. pas mal. C'est vrai que quand vous êtes devant le Colisée. C'est même une dinguerie en fait, Robin. Vous- Mais comment t'as été appelé? En fait, comment ça s'est passé? Oui, Bah- c'était lui, les gars, pour ceux qui ne savaient pas. Ah ouais, mais quand même, on reconnaît, tu vois. Et non, mais j'ai fait un truc marrant pour les amateurs de jeux vidéo. Donc j'ai rejoué, là ils ont fait un truc qui s'appelait la Parade des Champions, qui était samedi dernier. Un peu où ils ont fait un best-of de toutes les cérémonies. Et justement, j'ai fait un mash-up de la musique de Wii Sport, vu que c'était pour les Jeux Olympiques. Ah, t'es bon. Un mash-up bon. The Sun, la musique de Wii Sport. T'es chaud. Vous pouvez aller regarder sur mon Insta ou mon TikTok, je l'ai posté là tout à l'heure. Et Incroyable. bref, comment j'ai été contacté? Bah tout simplement, hein, franchement, c'est assez... En fait, c'est d'une certaine manière, ça va paraître assez con, mais c'est assez artisanal. Donc en fait, c'est le directeur musical qui m'a appelé, qui m'a dit, bon bah en fait, on est en train de faire les JO. Et en fait, ils ont tout fait assez dernière minute pour ce qui est de pas les énormes stars, tu vois. Et en fait, du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon bah en fait, il va y avoir les Paralympiques. Pour cette cérémonie-là, ne crois pas que c'est une cérémonie nulle. Justement, on essaie de faire que les Paralympiques soient aussi fat que les Jeux Olympiques, que ce soit mis en avant. Ça va être une bête de cérémonie. Et on aimerait que tu fasses un mix d'1h30 de musique française cool. Parce qu'on sait que tu peux raconter une histoire qui est différente que les hits, les trucs et tout. Et donc, on a beaucoup échangé parce que c'est une grosse chaîne de décision, quoi. Entre quel morceau on veut pas. Et qui est surtout pas un truc de... Parce que, en fait, moi, c'était pendant l'arrivée de chaque nation. Ok. Et donc, t'as pas envie, par exemple, qu'il y ait le compo d'un morceau qui soit un peu, je sais pas, border, ou qui soit pris un MeToo il y a des années, ou alors qui soit hyper politisé pendant qu'il y a un certain pays qui est là. Genre, imagine, t'as la Chine qui passe et un mec ultra anticommuniste qui soit là, Ok. qui est pas des mélanges un peu chelous. T'as mis Disco Baglan? Ouais. D'accord. Ça, c'est mon ami, ça. Ouais, parce que je savais que du coup Snake était pas sur les cérémonies. Je me disais que franchement il méritait, c'était un peu mon combat et j'adore ce morceau, il est tellement fort. Et donc j'ai fait large, tu vois, j'ai fait Disco Maghreb, j'ai joué un 113, après j'ai joué... Ah, trop bien, t'as joué quoi, Tonton Dublin? Non, j'ai joué Jackpot. Jackpot 2000 avec Jimmy Sissoko. Ah non, excuse-moi, il y en a un que je pouvais pas... Ah oui, c'est ça, je voulais jouer Jackpot 2000 et en fait j'ai dû jouer au summum. Ouais, parce qu'en fait Jackpot 2000, le sample n'est pas clearé et donc j'ai pas pu le jouer par exemple. Ça faisait partie d'un des retours qu'on m'a fait. Ok, il y a beaucoup de problèmes de sample sur ce projet. Bah oui, il est pas sur les réseaux, sur Tout les l'album plateformes. n'est pas sur les plateformes. Ouais. Tout l'album. Donc c'était ça, et après ça a été assez c'est assez vénère comme organisation, c'est-à-dire les rendez-vous pour le stylisme, le truc, eux ils ont leur propre styliste, leur propre manière de faire les choses, ensuite les répétitions, dis-toi à tel point que la manière dont ils sont venus nous chercher, ils sont venus chez moi avec un van et une escorte de police. Oh. Ah non, c'est vénère. Ah, il a pas menti quand il t'a dit que c'est pas une cérémonie. Ah non, et c'était très sérieux et c'était assez émouvant en fait, parce que en fait le côté, c'est un peu les seules fois où tu vois les gens rassemblés juste pour la joie d'être ensemble et pour l'esprit du sport, tu vois. Enfin, tu vois ça un peu dans les stades de foot, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a vraiment un truc hyper rassembleur qui est assez cute sans être trop cheesy, c'était vraiment assez émouvant. Même des gens qui sont venus un peu genre, ah ouais, ça va être les JO, ça va être normal et tout, ils se sont un peu pris leur claque. Ouais, non, c'était vraiment génial. Mais ça, ils l'ont vu, même ceux qui ont regardé à la télé, ils se sont dit, franchement, c'est stylé. Hein. Bah ouais. Ouais. J'ai regardé en rediff, tu vois. Bon, notamment, ceux qui avaient fait plus de bruit, bon, c'est les JO, l'ouverture de base. Ouais. Et Céline Dion, Aya, enfin bref, là, ils ont vraiment mis la barre très haute. Et ouais, en tout cas, on s'est pas affiché. Parce que franchement, faut dire la vérité, on avait tous peur. De fou. On avait tous peur. Ah, évidemment. Même vous dans le chat, on avait tous peur que ça flop, qu'on allait se foutre l'archouma. Et en vrai, il n'y a pas eu de débordement. Bon, même si il y a un truc que j'ai détesté, c'est la voie de gauche réservée aux escortes de police. Non mais vraiment,
Vraiment, ça par contre, Bien sûr. ça par contre, je l'ai vraiment Je suis trop mal d'accord. vu. Ça, je l'ai. Et après encore, jusque là encore, je crois. Enfin, c'est même sûr. Et carrément, je roule plus sur la. Moi, j'ai peur parce qu'à partir du moment où il y a encore écrit JO, je te jure, je roule pas. De toute façon, ils ont mis des radars, c'est pour que ça reste. Ils ont pas mis des Ouais. millions et des millions pour un mois ou deux. Non, bien sûr. C'est mort. Et pour l'anecdote, les rumeurs que les artistes sont payés une tonne, dont Céline Dion, c'est faux. En fait, c'est le coût de production du show qui est pris en charge par les JO, mais en fait, les artistes ne sont pas payés. Non, ça, je peux pas te Eh croire. ben, je te le dis. Céline Dion a pris 0. En perso. Après, faire jouer Céline Dion, comme tu peux l'imaginer, peut-être que vous ne l'imaginez Comme pas, ça mais coûte, c'est le transport, bah, c'est j'imagine un jet depuis le Canada. ouais, semi Pour lui, pour elle, pour sa team. En plus, elle est malade, donc il faut prendre son équipe. Plus, tu lui loues un hôtel, je sais pas si c'est un hôtel. Ouais, bah, j'imagine, elle est pas à Ibis, hein, avec tout le respect, tu vois, oui. Donc, sa team, le coiffeur, maquilleur, les répètes, organiser les répètes, etc. Et donc, forcément, et donc ça coûte très cher, soit. Mais faut que vous sachiez que c'est pas. En fait, c'est pour ça que ça me saoulait un peu quand on disait ah ouais, mais l'argent dépensé pour les artistes qui se prennent dans leur poche et tout. En fait, c'est pas la vérité. Le coût de production coûte cher, mais les artistes ne prennent rien en poche et c'est comme ça dans toutes les cérémonies. C'est pas que en France. C'est-à-dire quand Elton John il jouait en Angleterre, c'était pareil. Spice Girls et compagnie, elles prenaient pas d'argent. Incroyable. Moi, je me suis toujours dit que bah, forcément, c'est-à-dire que par exemple, toi, c'était vraiment pour. Pour moi, tu pensais que j'étais allé pour la thune. T'es payé en souvenir. T'as gardé la cape au moins? Non, je sais pas comment faire. Et la cape est là, elle arrive. Non, mais t'aurais pu la garder si tu voulais. Non. En fait, ça va au musée des Jeux Olympiques Ah. à Lausanne. Ah, mais par contre, ça va dire, ça a été porté par Mid. Ouais, et je Merci. signerai la cape. Ah, non, ouais. non, mais en fait, c'est assez fou comme c'est. En fait, tu rigoles pas, quoi. D'ailleurs, la cape, c'est particulier parce qu'en fait, vu que c'est un drapeau français, j'avais pas le droit de l'enlever en live et de la poser par terre parce que tu jettes pas un drapeau français par terre. Alors, t'as fait comment? T'as marché avec? Bah, j'ai marché avec, comme ça, j'avançais et après, je jouais. Et après, quand on venait me l'enlever, en fait. Ok. Mais en fait, il y a plein de petites règles comme ça des Jeux Olympiques où c'est pas des blagues. Ah, c'est incroyable. Franchement, je pense que ça se voit que t'as kiffé. Ça va être incroyable. Ouais, sérieux, quoi. Quelles sont les dernières cases que tu aimerais cocher? Tu n'as pas encore fait. Oh bah toi. c'est pas les dernières, en fait franchement Pour toi, je t'es te dis encore au début. toujours, bah c'est pas je suis pas au début mais c'est la vie est longue quoi donc j'espère qu'il y aura encore des trucs et ce serait dommage que là maintenant je me dise ah ouais en fait je sais T'as fait pas. le tour. Ouais. Mais c'est quoi, par exemple, les prochaines cases que t'aimerais cocher que tu n'as pas J'aimerais bien faire un zénith par exemple, faire des headlines de festivals, de gros festivals, ça me ferait kiffer. J'aimerais bien jouer à Coachella, ça me ferait kiffer. Là je parle de live du coup. T'as jamais joué à Coachella? Non. Ok. Ça me ferait vraiment kiffer. Ensuite, en termes de feat, des gros feat ricains, ça me ferait kiffer. Soit en produceur, soit en feat. Mais peut-être en produceur, tu vois, ça me ferait vraiment Genre, c'est qui le mec à qui t'aimerais produire aux States? Childish Gambino, par exemple. Ouais, ça collerait à toi, t'as Ce des. serait super, tu Ouais, vois. ce serait trop bien. Même si je suis pas fan de son dernier album, j'ai le droit de le dire, ça de... Bah oui, Non, mais je veux pas me retrouver en clip. Ah, ouais, mais t'inquiète pas, je pense pas que j'ai un algorithme américain. N'aie crainte, y a Je rien. rigole. Non, mais Childish Gambino, j'aimerais vraiment bien. Ensuite, des collaborations. Après, c'est des gens qui font pas de collab, mais des mecs comme Tyler, etc. Ouais, Tyler, c'est compliqué. Après, tu vois, c'est pas la vie. Comme je te dis, la vie est longue et pour l'instant, les choses, tu vois, on aurait pu me dire, qui aurait pu dire il y a 10 ans qu'on ferait une collab avec Kanye d'une certaine manière. Ouais. On m'aurait fait, mais c'est impossible, Kanye, il y a eu nanana, il bosse que avec des mecs comme ci ou comme ça. En fait, justement, je trouve que j'ai la chance que le fait de prendre des routes alternatives m'emmène dans des chemins alternatifs et des manières alternatives d'arriver jusqu'au projet. Donc pour le moment, c'est plutôt ça. C'est un truc. En fait, je vais te dire un truc. Pour l'instant, mes rêves sont plus un truc d'échelle. Pour l'instant, ça me va bien, quoi. Ouais, c'est un truc d'échelle, genre une plus grande salle. Une plus grande salle, plus gros public, toucher plus de monde. Ça me brancherait bien, tu vois. Des musiques d'enfants. Des musiques d'enfants. Je te jure que ça, pour moi, je te jure, c'est un truc trop sous-côté. C'est quoi faire des musiques d'enfants? Des comptines, tu sais, des trucs de YouTube Ah ouais. à des 600-700 millions de vues normales. Je te jure que je dis Baby ça. Shark. C'est même. Je te jure. Je dis ça comme ça. Je sais que c'est un. Et en vrai, il n'y a pas tant de monde que ça. Par contre, c'est très élitiste, tu vois. C'est genre, il y a peu d'élus, tu vois. Ouais, mais Mais tu sais que ceux qui font la musique des dessins animés et tout, ils sont très riches. Ouais. Parce qu'ils font justement ils font des choses qui sont regardées, genre, un enfant, il regarde un épisode à l'infini, quoi. Moi, je respecte ceux qui arrivent à faire des mélos goofy, premier degré. Et genre, ils disent c'est lourd, ça va marcher. Je sais pas si tu vois l'ambiance de faire un son enfant et de dire c'est sale. Tu sais, faut être dans le corps et l'esprit. Il faut avoir un corps et un esprit d'enfant pour se dire
moi, enfant, qui ferait ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, il y a ça. Je pense que les gens, ils se lèvent et ils kiffent faire ça, tu vois. Et des fois, il y a des sons, j'écoute, je me dis, non, mais c'est trop une dinguerie. À quoi tu penses? J'ai un son, en fait, je sais pas si tu connais Madiba, c'est un pote. Ouais, bien sûr, Il bien m'avait sûr. fait écouter un truc tellement goofy, mais un truc goofy de malade. Et je me suis dit, mais c'est quand même bien produit, tu vois. Et je me dis, mais le gars, il doit être fou pour produire un truc d'enfant, mais bien produit, mais pour les enfants, tu vois. Ilona Mitressé. Hit. Gros hit. Mais c'est pré-streaming, hein. C'est time en fait, hein. Tu sais qu'il y a un accordéon, ouais, il y a un truc Europe de l'Est, quoi. Ouais. Il y a un truc Europe de l'Est de ouf. Non, mais ouais, mais les musiques comme ça, moi, c'est un truc que je kifferais, que j'ai pas encore fait. Faire de la musique de dessin animé. Faire des comptines, c'est une super. Ouais, continue, c'est que des accords majeurs, tout ça, c'est trop. Crazy Frog, c'est pas un vrai son d'enfant. Les enfants se sont appropriés Ouais, c'est vrai. de par la voix et de par le clip. Mais en vrai, t'écoutes le son tout seul, c'est un son techno tuning un peu cliché, On a un vraiment. pote qui avait fait pas mal de vues avec. Je peux pas nommer le nom du producteur. Ouais, pas de problème. Mais il a un bon projet. Il est producteur, vous pouvez deviner. Donc je vais juste dire, il est producteur et maintenant il a un projet électro qui marche pas mal. Mais on voit pas son visage. Et il a fait un projet qui s'appelle Robo Caca. Tu peux le mettre sur YouTube. Robo Caca, j'ai fait caca. Ah non, masqué. Faut nommer. Après bon, c'est 300 000 vues là, mais c'était un pré-YouTube aussi. Hein. C'était il y a 13 ans, c'était huge. Mec, dinguerie. Je reçois un DM hier, c'est une meuf, elle m'envoie une photo. Il est 2h du matin, je me dis, j'ai une chance sur deux. Une chance sur deux, c'est chelou, je sais pas. J'ouvre, et c'est quoi? C'est une main, donc la main de la meuf, qui tient le single promotionnel de mon tout premier titre que je sors chez Ah, Believe mais en génial. 2011. Génial. Non. Ah, Non, s'il vous plaît. c'était vraiment de la merde. Allez. Non, mec, c'était vraiment de la merde. Dans le chat, s'il vous plaît, mettez Non. des pouces bleus là. Non, frère. C'était vraiment... Attends, et je lui dis, envoie-le-moi, je te le paye. Soit tu l'as plus. Je l'ai plus. Et Et alors en parfait état. Elle m'a dit, vas-y, je te l'envoie. Je te fais pas payer. Mais c'est génial. Ouais. Mais c'est. Mec, je suis refait. Et en plus, la cover, je me rappelle, je m'étais pris... Je l'avais faite avec un mec qui s'appelait Fox, qui faisait à l'époque de MySpace. Toutes les covers des trucs pour les MySpace, de tous les gros Matt Pokora, les rappeurs, tout le monde y était... Incroyable. Et je l'avais payé, et je me rappelle, il m'avait fait un prix, parce que, bref, je m'étais arrangé avec lui, mais je l'avais payé cher à l'époque, c'était un truc genre 600 balles, tu vois. Pour moi, c'était une somme de baiser. Je lui dis, et je sais pas s'il est sur les plateformes. Je pense que si... C'est le chat qui t'a convaincu. Je t'en supplie. Mais pour le coup, il n'y a pas la pochette officielle. Et ça m'arrange. Putain, 2013. Ouais, mais ça a été, je pense, uploadé bien après. Allez, on peut écouter un peu. Attends, on a écouté des. Après, on écoutera mon premier groupe si C'est tu veux. dance de merde, hein. C'est de la merde. Arrête, C'est de la dance. Arrête de dire ça. Ah ouais. En fait, je vais te dire, la prod, elle est ok, c'est le vocal qui est un peu relou. Pour moi. Ouais. La top line, elle est pas ouf, et puis le love, il est Ouais. un peu- Après, c'était gimmick de con. Ah, mais franchement, pas mal. Ça avait marché à l'époque. Ouais, j'ai fait de la radio, tout ça. Ah, génial. Ouais, voilà. pour le coup, ouais, ça avait tourné. Après, ils m'ont demandé une version française, j'ai dit non, je peux pas trop tôt. Enfin, mais ouais, parce qu'à l'époque, avec Énergie, ils m'ont dit, ouais, tu ramènes un français, ça rentre tout de suite. Ah, bah ouais. Et j'étais en mode, Ah ouais. létal où j'essaie de construire un truc. Parce que tu sais très bien qu'un projet comme ça, avec un français, ça devient un projet one shot, c'est fini, tu vois. Et moi, j'avais un truc, bah, rappelle-toi, j'avais une identité avec le masque, tout ça. J'ai vu, il est là-bas. Non, c'est un faux. Ah, c'est un faux Nasty. Ouais, enfin, c'est pas un vrai cas. Non, moi, j'avais un vrai truc à l'époque, mais là, ça, c'est une visière que j'ai rafistolé. En vrai, c'est même pas moi. C'est quelqu'un qui l'a fait pour un autre live, et du coup, je l'ai repris. Ah, ok. J'ai repris, j'ai dit, ouais, je peux le garder. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, je ferai. Enfin, c'est un jour, je pense que ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Et des live DJ. Ah, mais génial. Ouais. Trop bien. Pour ceux qui se font recaler de boîte. Ah, mais c'est parfait. Ouais. Ah, bah, moi, je viendrai mixer ici. Voilà. C'est fait. En tout cas, on reconnaît bien, tu vois, ton son, c'était vraiment le début de ton son. On reconnaît bien les points avec ce que tu fais maintenant. Ah ouais? Tu te fous vraiment de ma gueule. Hein.
tu me fais... Ah ouais, là, vraiment, tu me prends vraiment pour un con, c'était... Ah non, ah ouais, derrière... Non, parce que tu vois, non, blague à part, je disais ça pour rire, mais blague à part, quand tu vois le petit accord, le petit truc, en fait, il y avait déjà un truc en plus, tu vois, t'étais pas là à faire du copycat d'un truc qui existait déjà. Non, moi j'aimais beaucoup un producteur à l'époque qui s'appelait Wolfgang Gartner. Ouais. Et un producteur allemand qui faisait vraiment du son fat, mais qui avait aussi ce truc-là un peu ouvert. Et je sais pas, quoi, je voulais pas faire... c'était à ce moment-là, c'était Guetta, c'était en pétard, c'était lui le numéro 1 du numéro 1, genre, c'était difficile de faire du son sans t'inspirer de lui, tellement il était partout. Mais voilà, quoi. À l'époque, mon objectif à l'époque, c'était de signer chez lui. Après, j'avais signé chez Steve Aoki, c'est pas mal. Pas mal. C'était pas mal. Stylé. Ouais. Peut-être même plus stylé. Oui, mais moi, je voulais de Guetta. Tu as déjà vu Guetta? Jamais rencontré, bizarrement. C'est celui que je veux le plus faire. Je vais traquer tout le monde jusqu'à ce qu'un jour... Ah, moi, il pose son- je peux, sans problème. On peut avoir le contact, en tout cas. On peut avancer dans le bon sens. Tu sais que c'est dans la chaîne, ils le savent. C'est lui l'invité Bah, on ultime. peut avancer dans le bon sens. J'ai pas dit qu'on Après, il peut me dire non. S'il me dit alors la skid, j'ai écouté ton truc, franchement, jamais de la vie, je viendrai chez toi. Ah, T'es moi, fou, quoi. J'y crois. Mais j'ai peut-être un bon plug. OMG. Je vous le dis. Je vais faire mon possible. Vas-y, hein. Ce serait génial. Ouais, ça va s'en parler. Ça va être lourd. Oh oui, oh oui. Bon, les frères, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je suis un peu deck qu'on n'ait pas ouvert la session de... Non, après, on peut le faire pour une autre fois, mais j'avoue que le disque il se monte pas. Donc là, pour le coup, Je vous jure que la prochaine fois, je reviendrai. Direct. En tout cas, merci pour tout les frères. On se retrouve demain, même heure. Je serai avec Yorsi. Tu connais Nouvelle École? Ouais. C'est un des gars de Nouvelle École, celui qui a fait aider les coca boy. Ah, bien. Il faut des billets boy. Voilà. Donc demain, je serai avec Yorsi pour un talk tout aussi incroyable. Mais Ah, j'ai vu que t'étais avec Joyka aussi. ouais, boss, ouais, il l'a spoil à la base. Mais vas-y, ouais. Je suis C'est avec pas lui. bien? Si. Mais je suis avec lui jeudi. Tu vois. Et vous écoutez des sons, du coup, Ouais, moi je vais c'est envoyer un son, Vas-y. mais en secret. Vas-y. Au revoir. Je sais pas comment je fais pour qu'il arrive jusqu'à toi. Non mais t'inquiète. Envoie-le-moi. Allez, t'inquiète. Envoie-le et dis-le-moi. Ah, je te le dis. Ouais. Mais je veux pas vous dire lequel c'est, quoi. Oui. Mais voilà. T'inquiète. Dis-le-moi quand c'est fait. Peut-être un son nul. Vas-y, t'inquiète. En tout cas, merci les frères. On s'attrape Merci la demain, team. même heure. Merci beaucoup. À demain, même heure. Bisous. Merci Hamid encore. Bye. On a eu de la force sur les réseaux. Voilà les gars, merci beaucoup les goats. Allez, ciao.